Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 47e édition de la plateforme du pôle santé de RISA ONG International. La communication de ce soir sera animée par le docteur Errol Vella et aura pour titre Qu'est-ce que le climat? Est-ce qu'il change? Est-ce grave? Errol Vella est docteur en écologie végétale, maître de conférences à l'Université de Montpellier et membre du pôle santé de RISA ONG International. Il enseigne la botanique, l'écologie et les relations climat et biodiversité. Spécialiste de la flore méditerranéenne et tout particulièrement les plantes sauvages d'Algérie ou du Maghreb. Le climat est la succession de phénomènes météorologiques au cours d'une année dans un lieu donné. Il fluctue naturellement depuis toujours et a même déjà changé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, il change à nouveau selon des paramètres inédits. Que se passe-t-il précisément? Quel impact? Pour qui? La communication de ce soir est enregistrée. Vous pouvez poser vos questions en utilisant l'onglet Q&R de Zoom ou en levant la main. Un temps d'échange est prévu. Errol, je te cède la parole. Merci Sophia. Bonsoir à tous. Donc, j'ai répondu à l'invitation de l'ONG AISA concernant en fait une petite soirée d'explication, de présentation sur la problématique du climat, puisqu'on en entend beaucoup parler, peut-être trop d'ailleurs, et souvent on en entend parler, mais sans savoir réellement de quoi on parle. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de poser quelques bases. Évidemment, on ne pourra pas faire un cours de climatologie. Mais l'idée, c'est de poser quelques bases et d'ouvrir sur un débat à la suite de ça. Donc, voilà, donc comme on vous l'a dit, hein, le climat, c'est la succession des phénomènes météorologiques, au moins au cours d'une année, voire au cours d'une période plus longue, dans un lieu donné. Il a toujours bougé, il change tous les jours, et donc même le climat mondial a déjà changé plusieurs fois au cours de l'histoire de la planète. Mais aujourd'hui, il change à nouveau et apparemment selon des paramètres qui ne s'étaient jamais présentés jusqu'à présent. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est grave? Si oui, pour qui c'est grave et pour qui ça n'est pas grave. Voilà. Alors le premier point, c'est que on ne peut pas parler de climat sans parler de météorologie. Donc la météorologie, c'est quoi? C'est le temps qu'il fait. À un endroit donné, à un instant donné. Ici, maintenant, autour de vous, il fait un certain temps. Donc c'est ça la météorologie, on va dire, c'est la science des phénomènes atmosphériques. Alors donc la météorologie est une science complexe qui touche beaucoup à la physique de l'atmosphère. Alors je tiens quand même à préciser, je ne suis pas météorologue, je ne suis même pas climatologue, je suis encore moins physicien de l'atmosphère ni mathématicien modélisateur du climat. Mais j'enseigne et je pratique dans ma recherche l'écologie des plantes depuis maintenant 3 décennies. Et dans l'écologie des plantes, on a beaucoup référence au climat et donc aux paramètres météorologiques pour expliquer une partie de la répartition des plantes qui est une de mes spécialités. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et il se trouve que à l'Université de Montpellier, j'ai une unité d'enseignement sur justement les relations entre le climat et on va dire la composition des êtres vivants dans les écosystèmes. Donc, le premier point quand même, donc sans aller trop loin dans la physique de l'atmosphère, le premier point qu'il faut connaître, c'est que l'atmosphère terrestre, elle n'est pas homogène et que globalement, la température change régulièrement en prenant de l'altitude. Donc, dans les 10 premiers kilomètres, l'atmosphère se refroidit assez régulièrement, ce qui fait qu'à peu près 8-9 km, là où les avions volent, c'est l'endroit où elle est le plus froid avant une zone qu'on appelle la tropopause et qui marque la séparation envers une autre zone, la stratosphère, qui, au contraire de la précédente, se réchauffe au plus on monte. C'est là où il y a la fameuse couche d'ozone qui nous protège de certains UV. Et puis ça change encore, il y a d'autres poses et d'autres atmosphères, d'autres strates de l'atmosphère qui sont à nouveau plus froides et puis plus chaudes. Donc nous, ce qui nous concerne, nos activités d'humains, que ce soit sur Terre jusqu'à l'Himalaya ou dans les airs, dans les avions, c'est la troposphère, donc c'est la partie qui se refroidit régulièrement avec l'altitude. Alors, dans cette troposphère, donc c'est-à-dire dans cette atmosphère qui nous concerne et qui concerne la quasi-totalité des phénomènes météorologiques,
Il y a quand même aussi une grande irrégularité de circulation des masses d'air. Hein, donc l'air il circule, ça fait du vent. Et ces masses d'air circulent plus ou moins selon un schéma général global. C'est-à-dire que il y a autour de l'équateur des alizés, alors des vents du nord-est dans l'hémisphère nord, des vents du sud-est dans l'hémisphère sud. Puis dans les latitudes moyennes, c'est-à-dire à peu près les nôtres, on a des vents d'ouest dominants tout au long de l'année. Et puis au-delà du cercle polaire, vous avez des vents polaires qui sont en général des vents qui arrivent des calottes glaciaires. Ça, c'est au niveau de la surface. Mais en fait, vous voyez sur le premier schéma à gauche, en fait, les vents de surface sont compensés par des vents d'altitude qui sont plus ou moins inversés. Et notamment, lorsque deux alizés se rencontrent au niveau de l'équateur, ça fait une zone de convergence et donc l'air est obligé de monter en hauteur pour s'évacuer. Sinon, il y a un surplus d'air. Et donc cet air qui arrive en hauteur, une partie arrive des tropiques, une partie arrive au contraire du pôle. Et donc aux latitudes moyennes, souvent au niveau des tropiques ou des latitudes un peu supérieures, vous avez au contraire une redescente de cet air vers le sol. C'est ce qui va créer les anticyclones dits tropicaux ou subtropicaux. Donc en termes de surface, ça va donner à peu près ces circulations dominantes. Et en termes de volume, ça va donner à peu près ces cellules qu'on appelle les cellules de Hadley, Ferrel et cellules polaires. Voilà le fonctionnement global. Ça, c'est théorique, c'est simplifié. Si on regarde en réalité sur l'ensemble des continents des océans, on voit que les cellules sont assez nettes au niveau des océans. Là, vous avez un anticyclone tropical, là aussi et là aussi. Ici, vous avez la même chose du côté nord, un autre sur la Méditerranée. Et puis sur les zones plus continentales, l'Amérique du Nord et le centre asiatique, vous avez un chamboulement de ce fonctionnement standard. Idem sur l'Amérique du Sud à cause des montagnes de la cordillère des Andes. Et puis ici, au niveau de l'équateur, vous avez la zone de convergence, donc la zone où les alizés du nord et du sud se rejoignent et provoquent une élévation verticale des masses d'air. Et puis là, donc c'est une situation qui a lieu en juillet, donc en été de l'hémisphère nord, ce qui fait que vous voyez qu'en été, les circulations au niveau du cercle polaire ne sont pas bien marquées. Par contre, en hiver dans l'hémisphère sud, les circulations sont très marquées. Vous avez le fameux anticyclone polaire hivernal. Alors, puisque les cellules anticycloniques ne sont pas continues, elles sont plutôt par bloc. Vous avez ici un bloc sur chaque océan dans l'hémisphère sud. Même chose dans l'hémisphère nord, avec éventuellement un bloc continental en hiver seulement. Le fameux anticyclone de Sibérie qui n'existe qu'en hiver. Et donc, ces anticyclones vont en fait faire redescendre le surplus d'air qui arrive en altitude au niveau du sol. Et en redescendant, cet air va devoir diffuser autour de l'anticyclone. Donc une partie de l'anticyclone des Açores va diffuser vers le nord, vers l'Atlantique et va nous concerner. Une autre partie va diffuser vers le sud et va donner les alizés. Même chose pour les trois anticyclones de l'hémisphère sud. Et dans la région où donc les deux alizés se rejoignent, vous avez une ligne théorique comme ça qu'on appelle la zone de convergence intertropicale qui est là en janvier légèrement décalée vers le sud, puisque comme c'est l'hiver chez nous, c'est l'été chez eux, alors qu'en juillet, elle serait au contraire légèrement décalée vers le nord. Donc, du coup, le décalage maximal entre la zone de convergence en hiver et en été, enfin selon les deux étés, selon l'été austral et l'été de l'hémisphère nord, l'été boréal, ça va vous donner toute une zone tampon qu'on appelle la zone des climats tropicaux, avec au centre la zone la plus stable, qui est la zone dite équatoriale. Alors vous voyez que déjà ces deux lignes ne sont pas symétriques, ne sont pas linéaires, sont influencées par la forme des continents, notamment le sous-continent indien avec la fameuse mousson, qui est une déformation de cette zone de convergence intertropicale, et au contraire une grande ligne droite dans l'océan Pacifique parce qu'il n'y a pas de continent pour déformer les appels de masse d'air. Alors, un peu plus haut en latitude, c'est-à-dire sous nos latitudes à nous, autour du 45e parallèle, vous avez donc souvent une confrontation de l'air chaud tropical qui est poussé par les anticyclones vers le nord et une descente de l'air froid polaire qui souvent arrive sous forme de gouttes d'air froid. Et donc, à la jonction entre les deux, vous avez en altitude
ce qu'on appelle un courant de jet, c'est-à-dire une sorte de fleuve atmosphérique très puissant qui circule toujours d'ouest en est, mais avec des ondulations. Alors en fait, ce courant de jet en altitude, euh, il sert à faire déplacer les perturbations qui sont au niveau du sol. Ce qu'on appelle une perturbation, c'est lorsque la séparation entre l'air chaud qui est en bas ici et l'air froid qui est en haut, elle commence à onduler. Donc c'est le deuxième schéma à droite. Donc vous avez une ondulation qui va créer une dépression, c'est-à-dire un appel d'air vers le haut. Et donc en créant cette dépression, à cause de la force de Coriolis, du fait que la Terre tourne sur elle-même, vous allez avoir un enroulement des masses d'air, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, non, dans le sens inverse si vous êtes en hémisphère nord, et dans le sens des aiguilles d'une montre si vous êtes en hémisphère sud. Donc là, on est dans le cas de l'hémisphère nord. Donc du coup, vous avez en fait la zone d'air froid au sud qui se met à avancer dans un sens et la zone d'air chaud au sud qui se met à avancer dans un sens et la zone d'air chaud qui arrive du nord qui se met à pousser aussi derrière elle dans le même sens. Donc ça crée un front chaud et un front froid. Puis avec le temps, les deux fronts se rattrapent. Il y a ce qu'on appelle un front occlus, c'est-à-dire que le front est déporté en altitude. Et puis encore avec le temps, le front occlus se dissipe et on revient sur une situation à peu près égale à celle de départ. Donc la perturbation est terminée. Tout ça dure plusieurs jours ou plusieurs semaines et crée beaucoup d'activités météorologiques au niveau du sol. Alors, au niveau du sol, si on regarde une coupe de profil, lorsque l'air chaud, pardon, avance, donc de la gauche vers la droite, il avance en glissant sur l'air froid, parce qu'il y a une propriété physique qui fait que l'air froid est plus lourd, naturellement, que l'air chaud. Donc si vous poussez de l'air chaud vers l'avant, il va avoir tendance à monter quand même plus facilement et à glisser sur l'air froid. Par contre, si vous poussez de l'air froid vers l'avant, comme il est plus lourd que l'air chaud, il va plutôt glisser sous l'air chaud et bousculer l'air chaud et l'obliger à remonter. Ce qui fait que les systèmes de nuages qui se forment lors de l'avancée d'un front chaud et lors de l'avancée d'un front froid sont totalement différents. Dans un cas, vous avez des nuages plutôt horizontaux, souvent pas très épais, donc des stratus. Et dans l'autre cas, vous avez des nuages verticaux, souvent très épais, qui seront plutôt des cumulus, et notamment des cumulonimbus. Alors, il y a un phénomène très important à l'échelle de la planète et très, très, très intéressant à étudier, c'est ce qu'on appelle l'effet de Föhn. Alors, le Föhn, c'est un vent en Autriche qui arrive du sud, qui arrive d'Italie. Et lorsqu'il souffle, il pleut beaucoup dans les Alpes italiennes. Au contraire, il fait très beau et très chaud dans les Alpes autrichiennes. Pourquoi? Parce que lorsque une masse d'air doit franchir une montagne, elle est obligée de monter en altitude. En montant, elle est obligée de se refroidir. C'est un paramètre physique de l'atmosphère. En se refroidissant, elle devient moins capable de stocker de la vapeur d'eau. Parce que l'air est un gaz, un mélange de gaz. Donc en se refroidissant, en réchauffant, il se dilate, en se refroidissant, il se condense. Plus l'air se condense, moins il peut contenir de vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, elle aussi, se condense sous forme liquide et va former des micro-gouttes d'eau qui, avec leur poids, vont précipiter. C'est des précipitations, que ce soit de la pluie, de la grêle ou de la neige. Donc, l'effet de Fund, c'est lorsqu'un air arrive face à une montagne, il est obligé de monter, de se refroidir, de se décharger en humidité, donc pluie sur un versant de la montagne. Mais lorsqu'il refranchit le sommet de la montagne, de l'autre côté, il redescend, donc il se réchauffe. Donc, il peut stocker de plus en plus de vapeur d'eau, donc il n'est plus saturé en eau, au contraire, il s'assèche, et donc les nuages se dissipent, la pluie s'arrête, le soleil réapparaît, et le réchauffement thermique est plus rapide que ce que le refroidissement avait été en montant. C'est aussi une particularité physique de l'atmosphère. Donc, de l'autre côté du mur de Fun, vous avez un temps plus chaud et plus sec et plus ensoleillé que du côté sous le vent. Alors, c'est une loi générale sur toute la planète. Et par exemple, si vous prenez une île qui est dans les océans tropicaux soumise aux alizés, si cette île a du relief, mais les alizés soufflant toute l'année dans la même direction, ils vont apporter des pluies toute l'année du même côté et presque jamais de l'autre côté. Donc si vous allez à l'île de la Réunion, par exemple, à l'année, là c'est une année 2019, mais c'est caractéristique d'à peu près toutes les années, vous pouvez avoir jusqu'à 7000 mm d'eau par an, c'est-à-dire 7,50 m d'eau qui vous tombe sur la tête chaque année, sur les montagnes de l'Est, alors que sur la côte de l'ouest abritée des mêmes montagnes, vous avez à peine 500 mm, c'est-à-dire au moins 15 fois moins de précipitations et bien sûr beaucoup plus de soleil.
Alors, évidemment, les gens habitent plus la côte ouest où il y a des plages et du tourisme, alors que sur la côte est, c'est beaucoup plus difficile à vivre. En échange, vous avez des forêts vierges très sauvages. Voilà, donc ce phénomène de pli orographique, avec effet de fun, c'est aussi le phénomène qui va créer les fameux épisodes Sevenol. L'épisode Sevenol, c'est juste un épisode de pli orographique avec effet de fun qui a lieu sur les montagnes des Cévennes. Vous avez ça sur n'importe quelle montagne du monde. Et donc, ce qui se passe sur les Cévennes, c'est que lorsque les vents de sud-est arrivent de la Méditerranée, non seulement avec l'effet de fun, ils sont obligés de se décharger en humidité, mais en plus, avant, ils arrivent de la Méditerranée. Et donc, les épisodes Cévenol les plus forts sont ceux de la fin de l'été ou de l'automne, parce que l'eau de la mer est plus chaude, donc l'évaporation est plus forte, et en plus, l'air est encore chaud, donc la quantité d'eau qui peut être stockée dans l'air est plus grande. Donc, lorsque cette eau doit précipiter à cause de l'effet orographique, eh bien, elle précipite de manière intense et violente. D'où les crues des rivières associées à ces reliefs. Donc voilà concrètement un épisode Sevenol, strictement Sevenol, ça va donner ça. Donc sur, je pense, une période de 24 heures, j'imagine, j'ai pas vérifié la source. Vous allez avoir des précipitations qui peuvent aller jusqu'à 400 mm sur certains points culminants et sur l'ensemble de l'axe des Cévennes entre 100 et 200 mm. Et vous voyez qu'autour, dans une région encore de quelques kilomètres, vous avez des précipitations de l'ordre de 50 mm. Et puis au-delà, vous avez pratiquement rien. Il se peut qu'il ne pleuve que dans les montagnes des Cévennes et rien au niveau du bord de mer. Alors, il y a un autre phénomène très célèbre chez nous, c'est l'épisode méditerranéen. Donc, il y a l'épisode Cévenol, c'est vraiment lié aux montagnes. Et l'épisode méditerranéen, c'est strictement lié à la mer. Lorsque la mer est chaude et qu'il y a de l'air froid en altitude, le contraste va stimuler une évaporation et une ascension verticale rapide des masses d'air. Donc, l'eau étant très chaude, c'est toujours en fin d'été ou en automne que ça se produit. Enfin, c'est là que les phénomènes sont le plus marqués en tout cas. Vous allez donc avoir une évaporation très rapide et une fois que l'air s'est refroidi en haute altitude, une précipitation très forte. Donc ça, cette fois-ci, là, je ne sais pas si vous reconnaissez, vous avez le littoral méditerranéen français. Ici, vous avez un petit épisode Cévenol. Et puis ici, dans le golfe de Gênes en Italie, ici vous avez la Corse, ou même au large entre la Corse et la Provence, vous avez un épisode méditerranéen très fort qui a eu lieu là, donc ça se passe en l'espace de, je crois que c'est combien? Depuis 0 heure, donc de 11 heures locales. Donc en l'espace de 11 heures, vous avez une accumulation de précipitations qui est de l'ordre de 200 mm, que ce soit au large en mer ou bien sur les côtes italiennes dans la région de Genova ou les Cinque Terre, dans la région de La Spezia. Donc ça, ce sont des épisodes strictement méditerranéens. Mais vous pouvez avoir une conjonction des deux, un épisode méditerranéen qui vient toucher une montagne, les Cévennes ou les Alpes-Maritimes ou d'autres Alpes. Ici, vous avez les Alpes Ligures aussi, ou la Corse. Et donc, vous avez exagération des deux phénomènes. Alors, ce qui se passe avec ces épisodes Cévenol ou méditerranéens, mais surtout les épisodes Cévenol, c'est ils peuvent durer longtemps, pendant 1, 2, 3, 4 jours parfois. Pourquoi? Parce que vous avez une situation qui est presque stationnaire pendant un certain temps. Notamment lorsqu'il y a ce qu'on appelle une goutte froide en altitude, c'est-à-dire au sol, on a une petite dépression, mais c'est surtout en altitude que l'air froid vient se positionner, en général au large du golfe de Gascogne ou sur la péninsule ibérique. Du coup, ça crée un mouvement d'enroulement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec une dépression qui enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, du coup, si cette dépression au niveau du sol et en altitude reste stable pendant plusieurs jours, eh bien, l'enroulement dans la région du Languedoc est toujours le même. Ce sont toujours des vents de sud-est. Donc, si vous avez les Cévennes qui font barrière, pendant 1, 2, 3, 4 jours, vous avez les vents de Méditerranée, chauds et humides, qui viennent se déverser sur les Cévennes. Donc, si par contre ce phénomène se décale, eh bien, les phénomènes orographiques vont se décaler eux aussi. Donc, vous aurez des épisodes Cévenol dans d'autres montagnes, d'autres pays. Alors, euh, un autre phénomène intéressant qui nous a concerné il y a quelques jours, c'est le dôme de chaleur qui va provoquer une canicule. Alors là c'est quoi? C'est un peu l'inverse. C'est quand il y a non pas une dépression et une goutte froide en altitude, mais au contraire un anticyclone tropical, c'est-à-dire une accumulation d'air chaud à basse altitude qui va devenir stagnant pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça, c'est rendu possible à cause d'une déformation du courant de jet. D'habitude, il est plus ou moins linéaire, il ondule un peu, à chaque perturbation, il ondule. Et lorsqu'il ondule trop, eh bien, il va se mettre à bloquer dans
comment dire, dans certaines de ces ondulations, il va bloquer des anticyclones chauds et dans les autres, au contraire, il va bloquer des gouttes froides. Donc vous allez avoir dans les zones bloquées sous anticyclone des périodes de chaleur, de canicule et de sécheresse. Et dans les zones au contraire bloquées sous des gouttes froides, des périodes de précipitation, voire de température diminuée. Alors, un des derniers en date, là, celui du mois enfin, l'épisode de la canicule d'août 2023, voilà, une carte qui montre. Alors, ça, ce sont la carte des températures à moyenne altitude, vers 1500 mètres. Vous voyez qu'il y a effectivement des températures anormalement chaudes à cette altitude-là, c'est-à-dire à plus 12 à 14 degrés de la température normale, ce qui fait qu'en dessous, ben, l'air chaud est plaqué vers le sol. Donc en dessous, chaque jour, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et il n'y a aucune précipitation possible. Il n'y a même plus de vent possible puisque les dépressions sont rejetées à l'écart, à l'est ou à l'ouest ou au nord. Alors vous voyez déjà sur cette représentation régionale que lorsqu'il y a un phénomène extrême quelque part, il y a forcément un phénomène opposé qui va compenser souvent à pas très loin. Là, vous avez une température anormalement froide dans l'Atlantique et vous l'avez aussi, cette même température anormalement froide, à la frontière algéro-marocaine et dans le Sahara algéro-tunisien. On ne peut pas avoir en même temps une terre qui surchauffe partout ou qui se refroidit partout. Il y a forcément des phénomènes régionaux qui se compensent. Donc ça, c'est une carte qui montre la succession des tempêtes avec leurs noms, parce que maintenant on donne des noms aux tempêtes, comme on le faisait avant pour les cyclones tropicaux, maintenant on le fait aussi pour les tempêtes des régions tempérées. Donc vous avez la tempête Elena qui vient de passer sur la France et qui est là actuellement sur l'Italie. En arrière, vous avez la tempête Edith et Fanny, ça c'est l'anticyclone, ils ont des noms aussi maintenant. Vous avez la tempête Edith et Fanny qui arrivent via l'Islande sur les îles britanniques. Et donc avec le temps, avec les jours, chacune circule d'ouest en est et balaye plus ou moins l'Europe. Alors des fois l'Europe du Nord, des fois l'Europe du Sud et la Méditerranée selon l'angle d'attaque et tout ça selon la position de l'anticyclone qui va repousser les dépressions plus vers le nord ou moins vers le nord. Alors, ça, par exemple, c'était les prédictions pour cet hiver, quand elles ont été faites en septembre, au début de l'automne. Ce ne sont plus des prévisions météorologiques au sens strict, ce sont des prédictions de tendance. En fonction de la position et du blocage des anticyclones tropicaux et polaires à un moment de l'année, on peut imaginer la trajectoire dominante des prochaines perturbations dans les prochains mois. Et donc là, on avait prévu que durant l'hiver, il y aurait plus de perturbations que la normale dans l'Europe du Nord. Donc plus de précipitations que la normale dans l'Europe du Nord. Et au contraire, il y en aurait moins dans la partie méditerranéenne. Ce qui s'est avéré vrai jusqu'au printemps où après la situation a changé. Mais c'était au-delà de ces précipitations, de ces prédictions saisonnières. Alors, à partir du printemps, la situation s'est inversée et on a eu, au contraire, un blocage anticyclonique beaucoup plus au nord, sur les îles britanniques, qui a duré plusieurs semaines et qui a empêché les pluies sur le nord de la France et sur le Benelux, une partie de l'Allemagne et des îles britanniques. Et au contraire, puisque l'anticyclone était bloqué un peu sur la partie nord de l'Europe, vous aviez une partie des dépressions et des gouttes froides qui partaient plus au sud et qui circulaient en Méditerranée. D'où les nombreuses pluies, au moins en Méditerranée occidentale, Maroc, Espagne et Italie. Par contre, vous voyez que si la Méditerranée occidentale a été très humide pendant un mois, ben en compensation, la Méditerranée orientale a été très sèche pendant un mois. Moi, je suis allé à Chypre au mois d'avril, c'était dans un état de sécheresse vraiment inhabituel. Alors, un autre phénomène aussi intéressant, ce sont les vagues de froid qui arrivent en hiver. Alors, elles n'arrivent pas d'un coup, elles n'arrivent pas de nulle part. En général, vous avez des réserves d'air très froid en Sibérie pendant tout l'hiver. Et ces masses d'air froid sont plus ou moins bousculées par les perturbations qui arrivent de l'Atlantique Nord vers la Scandinavie. Et lorsqu'elles ne sont plus bousculées, lorsque l'anticyclone de Sibérie se met à grandir, il est possible qu'il reflue l'air froid vers le centre et l'ouest de l'Europe. C'est ce qu'on appelle le Moscou-Paris. Donc lorsque l'anticyclone vient se décaler et se bloquer sur les îles britanniques et la péninsule scandinave, donc en contrepartie, il ramène avec lui des circulations de vent d'est très froid et donc des températures qui peuvent aller jusqu'à -5, -10, -15, -20, parfois plus, y compris en France, voire jusqu'en Espagne et au Maghreb dans les situations les plus extrêmes.
Vous voyez que s'il y a un anticyclone sur le nord de l'Europe, il y a donc des dépressions sur le sud et sur la Méditerranée, avec des situations orageuses, voire beaucoup de neige si l'air est suffisamment froid. Donc vous pouvez avoir des très forts épisodes de neige en Méditerranée, plus forts qu'en Europe continentale, à cause du fait que lorsque l'air froid arrive, il se mélange à l'humidité de la mer, tandis qu'en Europe continentale, l'air froid qui arrive, il est sec, il vient de Sibérie, il a très peu de vapeur d'eau contenue. Donc, le résultat d'une vague de froid, alors la dernière en date remarquable, c'était celle de 2012, ça fait déjà 13 ans. Ça nous a donné des températures de l'ordre de -10 en pleine en France, jusqu'au littoral méditerranéen d'ailleurs. Moi, j'ai vu du -8 à Marseille, avec même un début de formation de glace sur les bords de l'étang de Berre, avec un Mistral très fort et très froid. Et puis, ça peut aller jusqu'à -25 et parfois -30, -40. Alors, donc ça, on a vu un peu les principaux phénomènes météo, les principaux types de temps qui n'arrivent pas par hasard, qui doivent se mettre en place les uns après les autres. Et lorsque un se met en place quelque part, il y en a un autre qui vient compenser autre part. Puis il y en a d'autres dont j'ai pas parlé, des phénomènes plutôt de l'hémisphère sud comme El Niño, etc. Mais qui nous concernent aussi par effet rebond jusqu'à l'hémisphère nord. Alors, si on s'arrête maintenant un petit peu sur le climat. C'est quoi le climat en France? Alors déjà, le climat, vous l'avez compris, ça n'est pas la météo. Du moins, pas exactement. En fait, le climat, c'est la somme des météos de tous les instants. Ce qu'on appelle le climat, c'est ça, c'est une sorte de météo moyenne qui n'existe pas en vrai, qui est donc une moyenne, un calcul mathématique de la météo moyenne. Mais en fait, le climat, à l'instant, le climat théorique, en vrai, il n'existe jamais. Il fait jamais le temps exact de ce que le climat moyen prétend qu'il doit faire. Alors, un premier point important, c'est pour mesurer le climat, on a donc besoin de stations météo qui marchent en continu un peu sur tout le territoire et sur toute la planète. Mais ces stations météo, elles sont normées, c'est-à-dire que la température et l'humidité et les précipitations et la pression, tous ces paramètres sont pris à peu près entre 1,50 m et 2 mètres du sol, en gros à hauteur d'homme, puisque c'est les humains qui ont inventé la science de la météorologie, donc on a mis les normes à hauteur de, de nos sensations à nous. Mais si vous prenez les mêmes paramètres de température ou d'humidité au niveau du sol, au niveau de l'herbe, vous aurez des résultats très différents. Et si vous montez en altitude, à 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, vous aurez encore des résultats différents, y compris surtout pour le vent et la température. Donc, lorsqu'on parle de température officielle, à défaut, même si on ne précise pas, c'est toujours dans une station météo, c'est-à-dire sous abri, c'est-à-dire à la fois à l'ombre, donc sous abri du soleil, mais aussi au sec, à l'abri de la pluie. Mais par contre, ça n'est pas abrité du vent. Vous devez avoir l'air qui circule naturellement. Et lorsqu'on mesure une pression, on la mesure à l'endroit de la station météo, mais toujours on recalcule la pression théorique que ça devrait être si on était au niveau de la mer, pour que les pressions de l'endroit à l'autre puissent être plus facilement comparables. Sinon, la pression est à peu près comment dire, un paramètre corrélé à l'altitude. D'ailleurs, quand on fait de l'alpinisme, on a sur nous un altimètre qui est simplement un baromètre. On l'étalonne au point de départ en fonction de l'altitude du départ. Et plus on monte, et plus la pression baisse, et plus l'appareil nous en déduit l'altitude approximative de là où on se trouve. Donc ça, c'est très important. Les températures qu'on donne, à défaut, sont des températures sous abri météo, à l'ombre. Alors, on prend aussi la mesure des précipitations. Donc, dès qu'il y a une précipitation, même très faible, dès qu'elle est mesurable, on considère que c'est un jour de pluie. Donc, s'il a plu 5 secondes dans la journée, mais que cette pluie est suffisante pour être mesurable, qu'il y a quelques gouttes qui sont tombées dans le pluviomètre, on considère que c'est un jour de pluie. Et si on fait une carte du nombre de jours de pluie, par exemple en France, on voit que c'est très hétérogène et on reconnaît au premier coup d'œil le climat méditerranéen, qui est un climat où il pleut peu souvent, c'est-à-dire un nombre de jours de pluie faible dans l'année. Vous voyez que ça va du simple au triple, hein. Il n'y a même pas 60 jours par an dans les Bouches-du-Rhône et la région de Narbonne et Béziers. Et vous avez plus de 180 jours, que ce soit en Bretagne, dans les Vosges ou le Jura, ou dans les Pyrénées occidentales et dans le Limousin. Mais le nombre de jours de pluie, alors là, c'est une carte qui donne le nombre de jours de pluie théorique sur une période de 30 ans. La période de 30 ans, c'est la norme qu'on s'est fixée pour arriver à caractériser un climat moyen. Et donc, comme c'est la norme qu'on s'est fixée, on appelle ça une période normale de définition du climat. Si vous donnez votre climat sur 3 ans, sur 5 ans, sur 18 ans, sur
120 ans ou ce que vous voulez, vous n'êtes pas dans les normes de description habituelles du climat. Donc ça aussi, il faut toujours y penser parce que des fois, on va donner des chiffres qui ne sont pas des chiffres liés à une norme. Alors, on a vu qu'on a des pluies qui sont plus ou moins fréquentes selon les territoires, mais fréquentes ou rares ne veut pas dire abondantes ou peu abondantes. Vous voyez qu'on retrouve les régions pluvieuses de Bretagne, des Vosges, du Limousin et des Pyrénées, mais on en trouve aussi en Corse et dans les Alpes du Sud, alors qu'on avait peu de jours de pluie. Pourquoi? Parce que les pluies, y compris les Cévennes, pourquoi? Parce qu'en région méditerranéenne, les pluies sont peu nombreuses, mais abondantes, fortes, violentes. Alors, si on regarde le climat moyen en termes de température, alors déjà, quand on dit la température moyenne, c'est la moyenne au cours de la journée, et en général, par simplification, c'est la minimale plus la maximale divisée par 2. C'est même pas la moyenne réelle de toute la journée. Donc, les températures dites moyennes, si on regarde sur une carte de France, on reconnaît là encore le climat méditerranéen, mais pas que, on reconnaît aussi le climat atlantique qui est plus doux, et puis le climat plus continentaux du nord-est de la France. Et on devine à peine les climats montagnards, puisque sur cette carte, vous avez seulement les températures dans les préfectures et certaines grandes sous-préfectures, avec une exception, ici on vous a mis le mont Égual, je pense, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors que si on regarde sur une carte beaucoup plus réaliste, qui prend en compte le relief, la réalité du relief, vous voyez qu'on a effectivement des effets de vallée, des effets de montagne beaucoup plus précis, et plus on va en montagne, et plus la carte devient complexe. Et y compris des petites montagnes au bord de mer. Là, vous avez le massif de la Sainte-Baume près de Marseille, vous avez les montagnes corses, etc. Alors, le troisième paramètre souvent utilisé, vous avez donc les précipitations, les températures. Le paramètre souvent utilisé aussi, c'est l'ensoleillement, parce que tous les animaux et tous les végétaux sont sensibles à l'ensoleillement, encore plus les végétaux d'ailleurs, parce qu'ils en ont besoin, plus que nous. Et donc là aussi, si on fait une carte de France de l'ensoleillement, vous reconnaissez le climat méditerranéen, aussi un petit climat atlantique relativement ensoleillé, et puis ben, les régions peu ensoleillées du tiers ou du quart nord du pays. Mais ça, c'est l'ensoleillement moyen annuel. Si on regarde au niveau des saisons, vous avez le même schéma dominant en été, mais vous avez un schéma en hiver qui est beaucoup plus différent. En hiver, vous avez encore un fort ensoleillement en Méditerranée, un ensoleillement qui est presque réduit à zéro dans les trois quarts nord-ouest du pays. Donc en fait, vous voyez que tout à l'heure, la petite surexposition solaire du littoral atlantique, elle est uniquement due au beau temps de l'été. En hiver, le climat atlantique est un climat océanique qui n'est pas du tout méditerranéen et donc qui est très peu ensoleillé. Donc vous voyez que on peut regarder plusieurs paramètres, ils vont dire parfois la même chose, parfois des choses complémentaires ou différentes. Et puis sur tous ces paramètres, on peut le regarder à l'année ou bien à la saison. Et puis on peut le regarder sur des périodes normales ou sur des années en particulier. Là, vous avez une année 2012. Bon, j'ai pris cet exemple parce qu'il est à peu près caractéristique d'une année normale, moyenne. Mais bon, d'une année à l'autre, ça peut varier fortement. Alors voilà la variation interannuelle des précipitations totales et de la température moyenne dans une station qui est celle de Lille. Donc vous voyez que les précipitations fluctuent beaucoup d'une année à l'autre. On passe de 500 à 800 mm facilement, et parfois d'une année à l'autre, aller-retour. Les températures ondulent, mais beaucoup moins fort, et ont tendance, au moins sur ce schéma de 60 ans, à augmenter assez régulièrement. D'où la courbe, la droite de régression en pointillé qui est tracée derrière la courbe rouge. Par contre, la fluctuation des précipitations ne permet pas de dessiner une tendance forte. Elle y est aussi, mais elle est moins forte. Et donc là, ce sont des variations interannuelles d'un climat océanique d'Europe tempérée, mais vous avez les mêmes variations sur des climats méditerranéens, voire semi-désertiques, où là, c'est beaucoup plus chaotique. Là, vous avez 5 villes du Maroc, et vous voyez que bon, là, c'est plus en valeur absolue, c'est on va dire en pourcentage, en quelque sorte, en écart type, enfin, en écart à la moyenne. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir une succession d'années humides, parfois pendant plusieurs années, parfois interrompue par une ou deux années sèches, ou au contraire une succession d'années sèches de plusieurs années, interrompues ou pas par quelques années humides, et puis vous pouvez avoir une succession de deux trois années sèches, deux trois années humides, etc. Donc vous avez des oscillations qui n'ont plus l'air d'être aléatoires.
Alors, quelle est la tendance climatique du XXe siècle qui s'est terminée et du XXIe siècle qui démarre? Donc, si on veut parler de tendance climatique, il faut déjà arriver à faire le distinguo entre oscillation climatique et tendance climatique. L'oscillation, c'est ce qu'on a vu juste avant. D'une période de 5 ans ou d'une décennie à une autre, vous avez une succession d'années plutôt humides, plutôt sèches, des étés plutôt chauds, des hivers plutôt froids ou pas. Ça, ce sont des oscillations. La tendance, c'est pas ça. La tendance, c'est seulement lorsque les oscillations successives ne s'annulent pas mutuellement. Si vous avez une décennie chaude et qu'après vous avez une décennie froide et puis vous avez une décennie humide et qu'après vous avez une décennie sèche, ben, au final, la moyenne est à peu près toujours la même. Pour autant, si vous êtes dans une décennie en question, vous allez vraiment subir une différence, hein. Les décennies sont très différentes, mais la tendance est globalement neutre. Par contre, si au fur des oscillations, vous voyez que quand même la tendance, elle s'équilibre pas, mettons, les décennies chaudes sont de plus en plus chaudes et et les froides sont de moins en moins froides, et ben, du coup, vous pouvez en déduire qu'il y a une tendance globale au réchauffement. Donc ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas tirer de période inférieure à 30 ans des tendances. 30 ans, c'est déjà la période normale pour connaître un climat moyen. Donc si vous voulez avoir une tendance, il faut regarder au-delà de 30 ans et souvent à l'échelle du siècle. Alors, si justement on regarde les oscillations du climat à très très long terme, si on remonte dans les temps géologiques, pour se condenser, parce qu'on n'était pas là, mais le climat a laissé des traces à l'échelle de la planète, on a reconstitué en fait une série de phases très 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 différentes, des phases dites glaciaires, où parfois même la totalité presque de la planète a été sous la glace, et des phases dites au contraire tropicales, où parfois la totalité de la planète, y compris pôle Nord et pôle Sud, était sous un climat chaud. Donc vous voyez que ça a beaucoup fluctué au fil des millions d'années et qu'aujourd'hui, nous, on se situe dans une zone que l'on appelle une période glaciaire, au sens large. Après, donc si on prend le même schéma mais que on zoome au plus au fur et à mesure qu'on s'approche du temps présent, parce que ça nous intéresse de plus en plus, et puis parce que avant on n'a pas des données précises de toute façon, on se rend compte qu'en fait, depuis à peu près 50 millions d'années, globalement, le climat de la Terre se refroidit. On est sorti des grandes oscillations géologiques, chaud, froid, chaud, froid. On était chaud partout il y a 50 millions d'années, et progressivement, la Terre se refroidit assez régulièrement, et on pense que c'est en grande partie lié au fait qu'avec la tectonique des plaques, les continents ont bougé, et que le continent antarctique, qui autrefois était collé à l'Australie et à l'Amérique du Sud, s'est décroché et est allé glisser vers le pôle Sud. En glissant vers le pôle sud, il s'est refroidi plus que l'océan ne pouvait se refroidir, parce que l'inertie thermique d'un continent n'est pas la même que celle d'un océan. Et donc, du coup, il s'est tellement refroidi qu'il s'est recouvert de glace, que la glace s'est accumulée, et que le continent de glace qui est actuellement présent a refroidi toute on va dire, la moitié de l'hémisphère sud à lui tout seul. Donc, c'est essentiellement des causes tectoniques. Mais pour autant, à partir de à peu près, alors on est où là? Voilà, à peu près, c'est ça, 2-3 millions d'années, il y a commencé à avoir des oscillations à des périodes plus courtes, de à peu près 100 000 ans. C'est-à-dire que tous les 100 000 ans, on atteignait un pic de froid, puis on remontait un petit peu, et puis, 100 000 ans et puis ça redescendait, 100 000 ans après, on réatteignait un pic de froid. Ce qui fait que, voilà, en l'espace de 2 millions d'années, on a vécu à peu près une dizaine de périodes de glaciation, avec entre deux glaciations ce qu'on appelle un interglaciaire, c'est-à-dire une période moins glacée. Il y a quand même des glaces au pôle Nord et au pôle Sud, mais elles sont moins importantes que pendant les pics glaciaires, le fameux âge de glace, comme on vous raconte dans le dessin animé. Là, vous avez presque la moitié de l'hémisphère nord qui était sur la glace. L'hémisphère sud, ça change pas grand-chose parce que l'Antarctique étant limité par des océans, il était toujours glacé et c'est juste la banquise de l'océan qui a augmenté un peu. Donc vous voyez que ces alternances de phase glaciaire et interglaciaire se suivent et se ressemblent à peu près. C'est-à-dire que la température globale d'un interglaciaire est toujours à peu près la même à quelques degrés près, et la température globale d'un pic glaciaire également. Donc le dernier pic glaciaire a eu lieu il y a 20 000 ans. Et donc pendant à peu près 10 000 ans, la Terre s'est réchauffée, les glaciers ont fondu, le niveau des mers a monté en conséquent. Et depuis 10 000 ans, c'est à peu près stable. Ce qu'on appelle l'optimum de l'Holocène, c'est-à-dire le climat stable actuel qui a permis à l'émergence des grandes civilisations de par la stabilité et l'invention de l'agriculture et de l'élevage, l'urbanisme, la sédentarité, la stabilité. Pour autant, si on zoome encore, donc vous voyez donc le réchauffement depuis
on va dire, qui s'est terminé il y a à peu près 10 000 ans. Il y a quand même eu encore des oscillations importantes. Il y a eu des petites oscillations entre le Moyen Âge et la période de la Renaissance. Il y a eu un optimum, un réchauffement au Moyen Âge. C'est la période où les Vikings ont pu coloniser le Groenland. Et puis après, vous avez eu le petit âge glaciaire. C'est la période où les Vikings ont abandonné le Groenland, où ils y sont morts même. Et entre-temps, c'est les Inuits, qui sont des peuples adaptés au froid, qui les ont remplacés. Et pendant ce temps-là, vous aviez au contraire une avancée des glaciers alpins et montagnards dans toute l'Europe, au point que certains villages ont été menacés par l'avancée des glaces. Et puis ce petit âge glaciaire a pris fin il y a à peu près 100 ans. Et coïncidence du calendrier, depuis 100 ans, il y a par contre une augmentation des températures très rapide qui ne correspond pas à ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir des hausses de température du passé. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé depuis 100 ans qui ne s'était pas passé avant? Eh bien, c'est que, donc c'est un peu plus depuis 200 ans, depuis enfin, depuis l'apparition de l'ère industrielle, on brûle beaucoup de charbon, après on s'est mis à brûler beaucoup de pétrole, et puis après on s'est mis à brûler beaucoup de gaz, et maintenant on brûle beaucoup de détroits. Et tout ça, ça envoie du gaz carbonique dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre, qui a une longue durée de vie, plusieurs siècles ou millénaires. Alors qu'à la différence du méthane, qui est un gaz à effet de serre encore plus puissant, mais qui a une durée de vie beaucoup plus courte, donc on peut espérer que dès que les émissions de méthane vont cesser ou si on arrive à les contrôler, l'effet du méthane sur l'effet de serre disparaîtra assez rapidement. C'est un peu ce qui s'est passé avec les chlorofluorés qui détruisaient la couche d'ozone en haute altitude. Ils ont une durée de vie courte, donc quand on les a arrêtés dans les années 80-90, 10-20 ans après, le trou de la couche d'ozone avait commencé à se résorber parce que les gaz à haute altitude avaient commencé à disparaître. Donc, depuis l'apparition de l'ère industrielle, on relargue des quantités énormes, de plus en plus énormes de CO2 dans l'atmosphère qui ne peuvent plus être stockées assez rapidement, ni par les plantes sur Terre, ni par les océans. Donc, depuis notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale, la croissance économique mondialisée a fait que les émissions continuent d'augmenter tout le temps. Et donc, on a atteint des taux de gaz carbonique dans l'atmosphère qui augmentent la capacité d'effet de serre de l'atmosphère. Alors, l'effet de serre, j'en ai pas parlé, c'est en gros ce qui fait que une partie de l'énergie du Soleil qui arrive sur la Terre, au lieu de repartir vers l'espace, elle est conservée près de la planète. Et c'est ce qui fait que notre planète est vivable. S'il n'y avait pas d'effet de serre du tout, il ferait peut-être moins 50 sur toute la Terre, comme c'est le cas sur Mars, et on pourrait pas vivre. Bon, s'il y a trop d'effet de serre, c'est le cas de Vénus. Il fait, je crois, 480 degrés sur Vénus, à peu près de partout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre, et donc c'est la fournaise. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, vu qu'il y a une coïncidence entre la sortie du petit âge glaciaire et l'arrivée de l'époque industrielle avec augmentation du gaz carbonique, on, on a fait des courbes où on regarde un petit peu dans chaque continent du monde quelles ont été les oscillations pendant le dernier millénaire, donc que ce soit pendant l'optimum du Moyen Âge, plutôt les petites vagues de froid du petit âge glaciaire. Mais vous voyez que c'est pas tous les continents qui sont contournés, c'est surtout l'Europe, un petit peu l'Amérique du Nord. Et donc depuis 1900, on est sorti de ce petit âge glaciaire, mais non seulement on en est sorti, mais maintenant on est rentré dans un âge beaucoup plus chaud que les âges précédents. Voilà, donc sur ce schéma qui est plus clair, vous avez en fait une corrélation entre les températures globales ou au moins régionales à l'échelle de l'Europe et l'avancée et le recul des principaux glaciers des Alpes. Alors, si on étudie la température moyenne de la Terre, reconstituée par plusieurs modèles différents, là vous en avez trois, vous avez un en rouge, un en gris et un en jaune, vous voyez qu'ils sont à peu près congruents les uns avec les autres. Si on recalcule la température moyenne de l'ensemble de la planète, y compris des océans, donc c'est-à-dire pas que des endroits où il y a des stations météo sous abri faites par l'homme, donc de toute la planète, océans et glaces confondues, vous voyez que ça oscille quand même toujours, à chaque année ne ressemble pas à l'année précédente. Vous pouvez avoir jusqu'à un demi-degré d'écart entre des années froides et des années chaudes sur l'ensemble de la planète. Et puis vous avez des oscillations sur certaines décennies, des décennies plutôt douces, fin 19e, des décennies plutôt froides, début 20e, et puis encore une oscillation, des décennies plutôt chaudes au milieu du 20e, une sorte de stabilisation,
vers les années 60-70, et puis d'un coup, là, l'entrée vers une hausse qui, pour l'instant, n'a pas l'air d'onduler. En fait, il est possible de voir ce graphique autrement. Si vous penchez la tête, en fait, à partir de 1910, ce graphique est un graphique qui ondule autour d'une ligne droite. Sauf que la ligne droite n'est plus horizontale, mais désormais la ligne droite euh, monte en direction d'une température moyenne de plus en plus chaude. Donc en fait, le climat global se réchauffe, mais il continue d'osciller avec des décennies plus froides et des décennies plus chaudes. Ça, c'est normal. Mais au lieu d'onduler sur une ligne moyenne constante, il oscille désormais sur une ligne montante qui, a priori, devrait continuer à monter de plus en plus. Ce qui n'empêche pas donc les oscillations, y compris les oscillations à grande échelle sur des périodes de 10 ou 20 ans. Donc, si on regarde ce qui s'est passé les 50 dernières années, euh, enfin, sur les 50 dernières années, bon là, oui c'est ça, sur les 50 dernières années, mais en jouant un peu sur les effets d'échelle, on compare une période normale de 30 ans avec une période de seulement 10 ans. Mais bon, c'est le seul graphique que j'ai trouvé. Au moins la décennie des années 2010 comparée à une période dite normale de 30 ans du siècle dernier. On se rend compte qu'effectivement, c'est presque toute la Terre qui se réchauffe, mais elle ne va pas se réchauffer à la même vitesse de partout. Vous voyez, il y a déjà deux petites exceptions. Il y a une zone de l'Antarctique et une zone au large de Groenland qui se refroidissent, pour l'instant. Par contre, vous voyez que les océans prennent à peu près 0,5 degrés, ont pris en un demi-siècle 0,5 degrés. Les continents ont plutôt pris en moyenne 1 degré. Et le cercle arctique, le cercle polaire arctique, que ce soit océan ou continent, lui a pris déjà plus de 2 degrés. Ce qui n'est pas encore le cas du continent antarctique qui, pour l'instant, n'a pas pris autant. Ce qui veut dire que la fonte des glaces, que ce soit terrestre ou de la banquise marine, s'est fortement accélérée depuis un demi-siècle à cause de ce réchauffement et réciproquement. Moins il y a de glace, plus les rayons solaires ont de l'effet, et plus l'air et l'eau se réchauffent. Donc c'est un cercle vicieux qui s'est mis en place et qui ne s'arrêtera que lorsque toute la glace aura fondu. Alors, si on revient à l'échelle de la France, donc comme l'ensemble du monde, la France se réchauffe, comme l'ensemble des continents, elle se réchauffe plus vite que les océans, et donc elle a pris plus d'un degré déjà en l'espace de 50 ans, mais vous voyez qu'en vérité, c'est surtout depuis 40 ans que le réchauffement a l'air visuellement beaucoup plus fort, puisqu'avant on avait des oscillations décennales qui faisaient un petit peu contrebalancer la tendance qui était pourtant déjà en marche. Alors là, il manque 2024 et 2025 qui probablement vont encore dépasser les précédentes. Donc il y a toujours des oscillations, vous voyez, d'une année sur l'autre, mais à chaque fois, les oscillations vont de plus en plus haut. Alors, si on met sur une carte pour voir un peu à l'échelle du territoire, le graphique précédent, c'était une moyenne nationale théorique. À l'échelle du territoire, on voit bien que ça monte à peu près partout. Là, il y a des petites exceptions là dans deux stations du Massif central. Il faudrait essayer de creuser, voir si c'est un phénomène régional ou s'il n'y a pas un bug technique aussi, je ne sais pas. Euh, et donc, vous voyez que le phénomène est global et il est notamment aussi très marqué près des Alpes et des Pyrénées, ce qui fait que vous avez en fait une exagération du réchauffement dans les zones montagneuses où vous avez des grands massifs enneigés, voire avec des glaciers permanents. Donc c'est pour ça que les glaciers se sont mis à fondre plus rapidement ces dernières décennies et avec toujours le même effet vicieux que plus les glaces fondent et au moins le rôle régulateur des glaces est fonctionnel. Donc les canicules seront plus marquées les années où les glaces ont déjà fondu par rapport aux années où elles n'avaient pas encore fondu. Donc vous voyez que on voit en fait toujours ces oscillations, période froide, période froide, période chaude, sauf qu'elles oscillent selon une ligne qui est déjà elle-même inclinée. Donc même les périodes d'oscillation dites froides suffisent à peine à compenser le réchauffement et dès que la prochaine oscillation chaude arrive, là vous avez un réchauffement qui du coup peut paraître très violent. Vous pouvez avoir des réchauffements sur une période de 10 ans, c'est ce qui se passe en ce moment là depuis 10 ans, mais qui est dû à une oscillation qui se rajoute à la tendance globale. Et entre les deux, vous pouvez avoir des périodes de stabilisation, voire des années localement froides, qui peuvent donner l'impression, ah ben non, c'est pas vrai, ça se réchauffe pas. Mais en fait, si. Donc là, si on regarde, par exemple, uniquement les phénomènes de canicule, si on représente sur un graphique, pour chaque année où il y a eu des canicules, la durée de la canicule et l'intensité maximale de la canicule à l'échelle de tout le pays. Vous voyez qu'il y a donc,
des bulles un petit peu partout. Et en fait, au fil du temps, les bulles sont de moins en moins espacées et montent de plus en plus haut et ont tendance même à être de plus en plus grosses. Et là, depuis 10 ans, on est rentré dans une phase où presque, peut-être pas tous les ans, mais un an sur deux ou un an sur trois, vous avez des canicules fortes, équivalentes à la plus grande canicule à l'époque des années 1950. Donc ce qui à l'époque était exceptionnel devient finalement régulier. Et donc ce qui était exceptionnel en 2003 pourrait devenir régulier dans les années 2050. Alors, voilà, si on compare deux canicules à peu près comparables, alors le problème c'est que rien n'est jamais identique et aucun phénomène saisonnier n'est totalement comparable au précédent. Aucune vague de froid n'est comparable à la vague de froid précédente, aucune canicule est totalement comparable à la canicule précédente. Mais dans les ordres de grandeur quand même, si on regarde l'anomalie thermique de juin 1976, qui est une période de canicule et surtout de sécheresse en France et en Europe de l'Ouest, vous voyez que sur le graphique avec la même codification couleur, vous avez en fait une surchauffe qui est beaucoup plus généralisée et qui prend beaucoup plus de régions du monde aussi. Là, à chaque fois que vous avez une région surchauffe, Europe de l'Ouest, nord-est de l'Amérique, vous aviez des régions en surfroid, que ce soit côte ouest, océan Atlantique. Là, les zones de rafraîchissement sont beaucoup plus faibles. Elles existent quand même, hein, mais elles sont plus faibles et ce sont les zones de canicule qui sont plus fortes. Voilà. Euh, Après, c'est pas partout pareil. Vous voyez que dans l'hémisphère sud, là, vous avez encore beaucoup de vagues de froid au même moment. Alors, c'est l'hiver aussi là-bas, mais vous avez un hiver plus froid que la normale. Alors que cette année, c'est ça, 2025, cette année, vous avez un hiver qui, même dans l'hémisphère sud, était plus chaud au même moment où nous, on était plus chaud dans l'hémisphère nord. Donc, vous voyez que probablement, ça commence à signer c'est-à-dire que même les phénomènes extrêmes commencent à signer eux aussi le changement climatique. Je vous dis, le changement climatique, c'est la tendance moyenne à long terme, de fond. Les oscillations, on n'est pas censé les prendre en compte. Mais vu que les oscillations oscillent sur une tendance qui monte, ben même les extrêmes finissent eux aussi par être influencés. Alors les canicules ne sont pas que terrestres, elles sont aussi marines, hein. Il y a encore 30 ans, la température de surface de la mer en Méditerranée n'atteignait jamais 28-29 degrés. Grand maximum à la fin de l'été, on était à 27-28. Et puis maintenant, ces dernières années, on a eu, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, on a eu un été qui a fini à 30 degrés en surface. Et cette année, on atteint les 30 degrés fin juin, début juillet. Là, c'était 5 juillet, donc début juillet. Donc, vous voyez que même les phénomènes en mer et dans les océans existent aussi. Après, ce sont des phénomènes régionaux. Au même moment, en fin juin, quand nous on avait la canicule, y compris marine, on avait des eaux froides en Méditerranée orientale, en Grèce, en Turquie et à Chypre. Je vous ai dit, dès qu'il y a un phénomène régional exagéré, il y a dans une autre région voisine un phénomène qui vient compenser. Mais la somme des deux, pour autant, n'est pas nulle puisqu'on est dans une tendance globale au réchauffement. Alors, le même graphique que tout à l'heure, mais sur les vagues de froid. Donc, vous voyez que si on représente donc la durée à droite et l'intensité, donc l'intensité du froid, sur une période qui commence en 1947 et qui va jusqu'en 2012, eh bien, les vagues de froid les plus longues et les plus fortes étaient dans les années 50-60. Puis les vagues de froid encore fortes mais moins longues étaient dans les années 80. Et puis la dernière vague de froid de 2012, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle rivalise à peine avec des vagues de froid moyennes des années 70. Alors après, chaque vague de froid n'est pas exactement comparable, mais quand on les met toutes et qu'on voit qu'il y a une tendance globale, là, ça commence à être une signature. Alors, là, on a parlé de température. Alors, ce qui est sûr, c'est que le réchauffement global, comme son nom l'indique, c'est un réchauffement global. Toute la planète se réchauffe, plus ou moins vite, mais toute la planète se réchauffe. Par contre, les précipitations, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de tendance globale à l'échelle de la planète. Il y a par contre des redistributions régionales. Il y a des régions qui vont devenir plus humides, d'autres qui vont devenir plus sèches. Et peut-être qu'il y aura des oscillations aussi, des modes d'oscillation sur des décennies qui ne seront pas connus et qui vont provoquer des inondations ou des sécheresses auxquelles on n'était pas habitué. Donc là, ce qui se passe déjà sur une période de seulement 10 ans, alors comparer des périodes de 10 ans, c'est risqué parce que je vous ai dit, on peut avoir des oscillations sur une décade. Mais si on prend deux périodes dites normales, donc de 30 ans, mais qui se chevauchent de 10 ans, on peut commencer à deviner éventuellement une tendance. Est-ce que ça sera une oscillation périodique ou est-ce que ça sera une tendance longue? Je ne sais pas. Et on peut cartographier sur un territoire les variations régionales de cette tendance. Et on voit que c'est pas homogène.
D'abord, c'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Vous avez le quart nord-est qui, pour l'instant, a tendance à être plus sec, alors que le quart sud-est a tendance à être plus humide, plus pluvieux en quantité, en cumul de pluie. Par contre, ça c'est sur l'année. Mais si on regarde au niveau des saisons, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le printemps est plus sec presque partout, en tout cas sur toute la moitié nord. Sur le nord-est, l'été et l'automne le sont aussi, ce qui fait que l'ensemble de l'année est plus sèche. Par contre, sur le sud-est, vous avez des saisons un peu plus sèches comme le printemps, des un peu plus humides comme l'hiver, mais des un peu plus sèches comme l'été, mais vous avez surtout un automne beaucoup plus pluvieux. Donc les phénomènes méditerranéens de l'automne sont plus forts, ont été plus forts pendant la décennie 2010-2020 que pendant les décennies précédentes. Donc vous voyez que avant de sortir une tendance générale, il faut voir s'il y a effectivement des redistributions géographiques. Et pour les précipitations, c'est le cas. Il n'y a pas de tendance générale pour l'instant. Il y a une redistribution géographique qui peut être surprenante. Vous pouvez avoir des sécheresses, donc des mortalités en forêt, donc des incendies forestiers dans les Vosges, dans des régions où vous avez des haies sapinières ou des paissières qui jusqu'à maintenant ne brûlaient pas. Et au contraire, vous pouvez avoir des pics de précipitation, donc éventuellement des pics de végétation à l'automne et à l'hiver, voire au printemps. Mais comme l'été est quand même toujours aussi sec, voire plus, cette végétation sèche autant qu'avant, mais comme elle est plus abondante, il y a encore plus de combustible à brûler lorsque l'incendie arrive. Donc vous voyez que c'est jamais linéaire, c'est jamais monovariable. Si on regarde par exemple, là on a parlé un petit peu des pluies méditerranéennes dans le quart sud-est, mais si on regarde plutôt ce qui concerne la majorité de la moitié nord de la France, les tempêtes hivernales. Les tempêtes hivernales, en fait, au fil des décennies aussi, elles sont plus ou moins nombreuses. Donc là, on a à minima une oscillation de 20 ans. On a eu 20 années avec beaucoup de tempêtes, 20 années avec moins de tempêtes. C'est pas parce qu'il y en a moins qu'elles sont moins violentes, hein. C'est juste qu'il y en a moins en nombre. Ça, c'est voilà, le pourcentage de surface de la région Languedoc, de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, où il y a au moins une fois dans l'année une précipitation qui dépasse les 200 mm en moins d'un jour. C'est en général ce qui crée les crues les plus violentes. Vous voyez que il y a une légère tendance à l'augmentation en fréquence. Avant, on n'en avait pas tous les ans, et quand on en avait, ça couvrait à peu près, alors je sais pas si c'est des hectares, des milliers d'hectares, je sais pas, il faudrait voir. On va dire entre 500 et 1000 unités de surface, parfois plus. Et puis ces 20 dernières années, c'est presque tous les ans, et ça couvre régulièrement 2000 voire 3000 unités de surface. Donc les périodes de précipitation intenses sont peut-être plus fréquentes, mais à minima plus intenses quand elles sont intenses. À l'inverse, ça, ce sont les périodes de sécheresse agricole, alors sur l'ensemble de la région Occitanie, pas que Languedoc-Roussillon. Donc vous avez déjà deux climats qui sont différents, qui se superposent. Et vous voyez que là, clairement, il n'y a pas besoin d'être statisticien pour voir qu'il y a une augmentation très forte, on a pratiquement doublé, entre la première trentaine et la deuxième trentaine de ce graphique. Alors, ça, ceci dit, ça pourrait être une oscillation d'une période de 30 ans et peut-être qu'on va rentrer dans une période de 30 ans, il y aura moins de sécheresse. Ça, on le saura dans 30 ans. Donc, est-ce qu'on peut modéliser le climat du futur? Ben, je vous dis déjà, le premier problème, c'est que le climat mondial, ça n'est pas le climat régional. Donc, c'est la somme de tous les climats régionaux, y compris maritimes, y compris polaires. Et que donc, on peut assez facilement, avec des équations de physique de l'atmosphère, modéliser le climat mondial. Mais de là à modéliser les climats régionaux, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas l'enchaînement cause-conséquence. Et puis surtout, donc, les modèles climatiques que l'on fait tourner jusqu'à l'horizon 2050 ou 2100 ou plus, c'est pour dire quel est le climat. Hein, vous savez, le climat, c'est-à-dire la moyenne théorique du temps qu'il fait en moyenne, un peu partout. Mais ça n'a rien à voir avec des prévisions météo. On ne peut pas, on ne pourra jamais dire est-ce que en juillet 2050, il y aura une canicule en France ou en Espagne ou pas en Italie. Non, ça c'est impossible. On ne pourra jamais. Alors, pour prendre un exemple, si on veut parler des précipitations, je vous ai dit c'est le plus difficile à modéliser parce qu'il n'y a pas de tendance globale. Il y a des tendances régionales qui ont l'air de marcher, mais comme il y a déjà une signature régionale très très forte, comme vous le savez, il y a des régions désertiques, le Sahara, où il pleut presque 0 mm par an, il pleut jamais quasiment. Vous avez des régions semi-désertiques, l'Asie centrale, les plaines d'Amérique du Nord, le Kalahari en Afrique du Sud, l'Australie. Et puis vous avez des régions donc plutôt pluvieuses, l'est de l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Inde, la Chine. Et vous avez des régions très pluvieuses, notamment les régions intertropicales équatoriales,
Amérique centrale, Amazonie, Golfe de Guinée et Indonésie. Donc ça, c'est déjà la situation actuelle. Mais cette situation, déjà, elle bouge naturellement, mais elle va continuer à bouger, peut-être de plus en plus. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on modélise le climat, on est obligé de faire des hypothèses. Quelle sera la quantité de CO2 émise demain dans l'atmosphère? Et donc, quelle sera la part de ce CO2 qui pourra continuer d'être stocké par les forêts, en fonction de est-ce que les forêts seront détruites ou pas? Et quelle sera la part qui pourra être stockée dans l'océan? Ça, c'est un peu plus facile à calculer, en théorie du moins, etc. Donc, on fait des scénarios. Il y a le scénario le plus pessimiste, le scénario le plus optimiste, et puis une série de scénarios intermédiaires. Donc, vous voyez que si on prend le scénario le plus optimiste, dans lequel on arrêterait d'émettre du CO2, donc on stabiliserait l'effet de serre de la planète, on serait donc à une température globale à peu près stable, ce qui n'empêcherait pas les fortes oscillations interannuelles. Si on continue d'émettre de plus en plus de CO2 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réserve dans le sol, ben on va monter comme ça de 4, 6 degrés et peut-être plus au-delà de 2100. Et puis on peut espérer qu'on sera dans un scénario intermédiaire en fonction des efforts collectifs globaux qui seront faits. Donc voilà un exemple, ça c'est une simulation. Une carte météo d'une canicule de 2050 pourrait être ça. Elle a été imaginée en 2022, cette carte. C'est en gros la canicule de 2019, la dernière, la plus forte en date, avec 3 degrés en plus, à peu près partout. Voilà. Donc, à canicule équivalente, on aura des valeurs encore plus fortes un peu partout. Voilà, donc on fait aussi des modèles donc de précipitation. Je vous ai dit déjà, on avait une tendance qui s'est mise en marche depuis 50 ans. Eh bien, on fait des modèles qui seront justes ou faux, on verra. Donc là, pour la période qui va jusqu'à 2100, donc sur un siècle, on voit que il y a une hausse des précipitations globales en France en hiver et une baisse globale en été. Par contre, la hausse n'a pas lieu partout. Dans les Pyrénées, il n'y a pas de changement, ni sur l'hiver, ni sur l'été. Vous voyez, c'est pas homogène. Alors, à l'échelle du globe, c'est un peu la même chose. Vous avez des régions qui vont devenir globalement plus sèches. Donc, c'est surtout la Méditerranée, l'Amérique centrale, certaines parties des océans de l'hémisphère sud, et au contraire, des régions qui vont devenir plus pluvieuses. Donc, certaines des régions équatoriales, mais pas toutes, hein, surtout l'Afrique de l'Est, pas l'Afrique de l'Ouest, pas toutes les parties de l'Amazonie, l'Asie du Sud-Est, et puis les régions polaires, donc qui vont être de plus en plus humides, au moins dans l'hémisphère nord. Alors, euh, voilà, ça c'était la tendance annuelle, mais si on est sur des tendances saisonnières, donc là vous avez ce que nous on appelle l'hiver, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mais qui est l'été dans l'hémisphère sud, ça c'est l'été chez nous qui est l'hiver dans l'hémisphère sud. Vous voyez que déjà ici vous avez un phénomène de mousson saisonnière qui se renforce, alors qu'en hiver il y a aucun changement particulier. Donc vous avez au contraire des régions qui s'assèchent dans les deux saisons. Mais, enfin, là, on a pris deux extrêmes, on n'a pas regardé encore le printemps et l'automne. Donc vous voyez que c'est quand même très subtil parce que c'est très important en termes et de ressources en eau et d'utilisation de cette eau et d'écosystèmes également. Alors, en plus, je vous ai dit, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario pire et le scénario le meilleur. Ça, c'est le réchauffement global. Dans le scénario le meilleur, il sera à peu près raisonnable. 1 degré sur les continents, 2 sur le pôle. C'est à peu près ce qu'il y a déjà actuellement. Et dans le scénario pire, eh ben, on serait à 5-6 degrés sur les continents, jusqu'à 10 degrés au pôle Nord. Ça, c'est l'évolution des précipitations. Vous voyez qu'il y a des régions un peu plus sèches, un peu plus humides dans le scénario le meilleur. Mais dans le scénario pire, les différences seront plus marquées. Donc les glissements régionaux d'une région à une autre seront exagérés si le scénario est pessimiste. Donc si on continue d'émettre plus de CO2. Et ça, c'est la hausse du niveau des mers. Elle aussi, bien sûr, plus le scénario est pessimiste, plus la hausse du niveau des mers sera exagérée. Alors, les risques liés aux changements globaux, bon, on n'a pas le temps de les détailler, ça peut être des problèmes de... Alors, dans les changements globaux, il n'y a pas que le climat, il y a tout ce qu'on fait à la planète. Les déforestations en grande échelle, notamment en Amazonie et en Indonésie, des désertifications dues au surpâturage, à la déforestation, des choses comme ça, et phénomènes qui peuvent être aggravés aussi par les changements climatiques ou changements climatiques qui peuvent à leur tour être aggravés par ces phénomènes de grande ampleur aussi. Alors, concrètement, quels sont les paramètres qui changent et qui vont continuer à en changer? Puis on va s'arrêter sur ces 3 diapos. C'est que plus l'air est chaud, plus il peut contenir d'humidité.
c'est-à-dire le dessin de gauche, plus l'air est chaud, plus s'il est humide, c'est-à-dire chargé en évaporation par une masse d'eau, plus les précipitations derrière seront violentes. On peut avoir jusqu'à 7% de précipitations en plus pour chaque degré augmenté. Donc les phénomènes orographiques de montagne, ou même les phénomènes méditerranéens ou les cyclones tropicaux, plus on prend un degré, plus ils seront en moyenne de 7% plus forts. Alors, il n'y aura pas plus de cyclones tropicaux qu'avant, mais ils seront, à chaque fois qu'on prend un degré, ils seront 7% plus violents en moyenne. Par contre, s'il n'y a pas de recharge en humidité, le même air avec la même humidité, s'il se réchauffe, il se dilate, il peut contenir plus de vapeur d'eau, mais s'il n'en contient pas plus, du coup, ça veut dire qu'il en contient moins que ce qu'il pourra en contenir, donc ça veut dire que l'air se dessèche en humidité relative. Donc, le même air, au lieu d'être à, mettons, s'il est à 53% d'humidité à 20 degrés, s'il monte jusqu'à 30 degrés, si on prend 10 degrés, eh bien, on va perdre la moitié en pourcentage d'humidité. Ça veut dire qu'à humidité égale, l'air sera globalement plus sec, donc plus de sécheresse, plus de risque de départ d'incendie, plus de mortalité chez les animaux ou chez les végétaux, plus d'évaporation aussi, si on veut stocker de l'eau pour nos propres besoins. Le deuxième point aussi, c'est que, donc je vous ai dit, l'atmosphère, elle refroidit avec l'altitude. En moyenne, on perd à peu près 2 tiers de degré tous les 100 mètres d'altitude. Autrement dit, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va prendre un degré en moyenne, la même température, elle va augmenter de 150 mètres d'altitude. Donc par exemple, ce qu'on appelle l'isotherme 0 degré, la limite pluie-neige, si avant, en hiver, elle était, mettons, à 1000 mètres dans les Alpes du Nord, je dis chiffre au hasard, eh bien, au bout de 1 degré de réchauffement global, elle sera à 1154 mètres, et ainsi de suite. C'est pour ça que les neiges exploitables en termes de ski ou etc. seront de plus en plus hautes et les stations les plus basses sont de plus en plus déneigées. Et le dernier point, c'est que plus les glaciers, donc, qui sont des grosses quantités d'eau douce stockées sur les continents, fondent, alors glaciers de montagne ou bien glaciers polaires, le plus petit, le Groenland, et le plus gros, l'Antarctique, et plus toute cette eau va s'accumuler dans l'océan et faire monter le niveau des océans. Donc si tous les glaciers de montagne fondent, c'est quelques mètres seulement. Si le Groenland fond à son tour, c'est encore 7 mètres. Et si l'Antarctique fond en totalité, c'est cette fois-ci 54 mètres. Donc, c'est-à-dire que si tout fondait, on aurait à peu près 80 mètres de niveau des mers en plus, donc c'est-à-dire la moitié du monde habité qui serait inondé et qu'il aurait fallu déguerpir. Évidemment, ça se produit sur des échelles de temps supérieures au siècle, donc on devrait avoir le temps de réagir, mais ça ne sera pas sans perte colossale, y compris avec des conséquences géopolitiques colossales également. Donc le dernier point, c'est que en fait, le principal régulateur thermique mondial, c'est l'ensemble des courants océaniques de surface, ceux qui sont en rouge, et puis de profondeur. Parce qu'il y a un endroit de l'Atlantique Nord où les courants chauds qu'on appelle le Gulf Stream qui arrivent d'Amérique vers l'Europe plongent en profondeur en se refroidissant. Et une fois qu'ils sont en profondeur, ils vont rééquilibrer en recouvrant toute la surface pour ressurgir dans le Pacifique Nord pour qu'il y ait toujours autant d'eau aux mêmes endroits de la planète. Et ça, c'est un régulateur thermique hyper puissant, mais que dès qu'un courant régional est modifié, la fonctionnalité de cette circulation globale est modifiée. Et donc vous avez des phénomènes de changement climatique régionaux qui sont très forts, plus forts que le changement global, à cause aussi des courants océaniques. Et ce qu'on ne sait pas trop, c'est à partir de quand la fonte des glaces polaires va modifier la circulation océanique globale et pourrait provoquer des effets de changements régionaux encore plus forts que les changements globaux, y compris avec peut-être des petits âges glaciaires dans certaines régions, par exemple l'Europe, qui localement compenserait le réchauffement global, alors que dans les autres régions, le réchauffement global serait encore plus exagéré. Voilà à peu près un panorama de la complexité du phénomène. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Merci infiniment, Errol, pour cette communication brillante et très intéressante. Alors, vous allez pouvoir donc poser vos questions soit en levant la main, soit en utilisant le QR de Zoom. Et nous avons une question, alors, qui est assez longue, donc je la lis. Merci pour toutes ces informations. Il se trouve que depuis les années 40, des expériences sont faites en dehors de tout contrôle réglementaire et totale opacité de manipulation du climat. Comme arme de guerre, à votre connaissance, est-ce que les effets de ces expériences sont au moins hypothétiquement intégrés aux causes possibles et anthropocènes du réchauffement climatique? Par ailleurs, aujourd'hui, certaines de ces techniques sont utilisées officiellement. Leurs effets sont-ils pris en compte pour la modélisation régionale du climat?
Alors, je ne sais pas quelle expérience il est fait allusion. Moi, ça me fait penser au moins à une, c'est que depuis longtemps, on a cherché à provoquer des pluies dans des régions notamment désertiques ou en période de sécheresse. Donc, ce qui se fait assez régulièrement, dans beaucoup de pays d'ailleurs, c'est lorsqu'il y a des nuages qui se forment, pour être sûr que l'orage va vraiment tomber chez nous et pas chez le voisin, on envoie des petites particules dans l'atmosphère, qui sont des particules assez polluantes. En général, c'est de l'aluminium ou d'autres particules métalliques. Et donc, ça va provoquer rapidement la condensation des nuages et accélérer on va dire, la fonte des nuages en termes de précipitation. Donc, c'est pour, entre guillemets, être sûr que la pluie tombe chez nous et ne va pas tomber 50 ou 100 km plus loin. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça commence déjà à modifier le climat. Ce qui modifie déjà les climats à l'échelle régionale, c'est la modification de la surface du sol. Je m'explique. La principale, c'est la déforestation, la conversion de forêts en culture. Une culture, c'est vers 3-4 mois dans l'année, le reste du temps c'est sec, on moissonne, on laboure, il n'y a pas de végétation, alors qu'avant on avait une forêt à la place. Ça modifie à l'échelle de pays ou de sous-continents entiers le climat, et ce depuis déjà des siècles. Il y a aussi un phénomène qui modifie, c'est que lorsqu'on crée des retenues d'eau avec des barrages, et ça on en fait de plus en plus, on fait des barrages de plus en plus gros dans tous les pays, dans tous les continents, soit pour avoir de l'eau d'irrigation, soit pour avoir de l'eau potable. Les barrages aussi vont modifier l'évaporation de l'eau et vont modifier le régime de pluie autour de la région des barrages. Alors des fois ça peut être bien parce que ça va apporter des pluies dans des régions un peu arides. Des fois ça va être pas bien parce que ça va exagérer la violence des orages dans des régions où il n'y avait pas besoin de plus d'eau. Voilà. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, le réchauffement, il est à peu près global, mais évidemment, il n'est pas négatif pour tout le monde pareil. Parce que dans les régions déjà chaudes, ben, il fera de plus en plus chaud, il va continuer de faire de plus en plus trop chaud, j'ai envie de dire. Mais dans les régions froides où l'homme a du mal à vivre, à part quelques Inuits adaptés depuis des millénaires, eh bien, le réchauffement des hivers polaires va permettre l'habitabilité des régions polaires, va permettre la circulation des bateaux dans l'océan Arctique, va permettre une activité économique importante. Donc il y a des pays comme le Canada ou la Russie qui, logiquement, sont pas mécontents du réchauffement des régions polaires. Alors ça, c'est en termes de réchauffement, et en termes de précipitation, ben, c'est un peu la même chose. Vous avez des régions donc, où on commence à sentir une signature d'une modification de la mousson dans les régions de l'Afrique de l'Est et du sud de la péninsule arabique. Si vous vous rappelez, alors c'est probablement dans le début de signature, l'été dernier, dans le Sahara, il y a eu beaucoup de pluie dans beaucoup de pays. Alors les pluies en été dans le Sahara, ça arrive, mais en général c'est très rare et localisé. L'été dernier, il y en a eu beaucoup dans beaucoup de pays, y compris en péninsule arabique aussi. Ça, d'après les modèles, c'est un schéma qui devrait se reproduire de plus en plus. On devrait avoir une pluviométrie qui augmente dans les régions du Sahel et du sud de la péninsule arabique. Donc dans des pays qui manquent plutôt d'eau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour autant, c'est pas une si bonne nouvelle que ça parce que vu que tous les paysages sont aménagés et calibrés en fonction de l'existant, quand on fait un pont sur une rivière, c'est en fonction du débit de la rivière. Quand on fait des quand on urbanise une ville ou une zone commerciale, c'est en fonction de la non-inondabilité du site. Mais si les pluies augmentent, alors certes, c'est plutôt bien dans un pays qui manque d'eau, mais du coup, si ça vous rend inondable la moitié de vos zones commerciales ou habitables, et qu'en plus, ça vous détruit la moitié de vos ponts quand la rivière dépasse une crue historique, bah, du coup, vous avez beau être théoriquement content, dans la pratique, vous n'êtes pas du tout préparé. Donc en fait, même les changements qui pourraient être positifs, si on ne les prépare pas, ils sont très mal vécus. À l'inverse, si on les prépare, comme font les pays nordiques avec l'apparition des routes commerciales de l'océan Arctique, ben, ils se préparent à ça et eux, ils vont en tirer profit. Donc voilà, je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais en même temps, elle n'était pas très claire. Donc voilà, soit on apporte des précisions, on répondra plus tard, ou sinon on passe à d'autres questions. Alors oui, une autre question. Donc merci Errol pour ta présentation. Quel est l'impact de la plantation d'arbres dans ce changement climatique? Est-ce que la plantation d'arbres pourrait stopper ou ralentir cette évolution? Oui, alors déjà dans plantation d'arbres, il y a deux choses. Il y a replanter des arbres là où il y en avait déjà, c'est-à-dire recréer les forêts qu'on a détruites. Déjà, ça serait bien si on pouvait. Mais on peut pas parce que souvent on a détruit des forêts pour y mettre des zones d'agriculture ou carrément des zones d'activité urbaine ou commerciale. Donc on ne pourra pas tout reconstruire.
Mais oui, si on pouvait recréer les forêts d'origine, bien sûr, on ralentirait sacrément le réchauffement climatique et en plus on stockerait du carbone, donc on le ralentirait doublement parce que la forêt a un rôle tampon sur les températures et en plus elle stocke du carbone, donc durablement elle peut ralentir ou arrêter le réchauffement. Après, on pourrait éventuellement planter des forêts là où il n'y en a pas encore. Mais s'il n'y a pas de forêt et qu'il n'y en a jamais eu, c'est parce qu'il n'y a pas les conditions pour la forêt. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais y en avoir. Soit c'est parce qu'on est dans une région désertique, et là, ben, soit on apporte de l'eau du sous-sol, mais au bout d'un moment, l'eau, il risque de plus y en avoir. Soit simplement, le climat est en train de changer, et c'est ce qui va probablement se passer dans les régions du Sahel ou d'autres régions où la mousson va augmenter. La forêt, si on la laisse tranquille, va probablement augmenter. Mais si nous, on se dit, tiens, il y a plus de végétation, je vais donc vite mettre plus de troupeaux, je vais donc vite habiter plus loin dans le désert qu'avant, c'est-à-dire que si on s'adapte immédiatement à l'amélioration des conditions, eh ben, en fait, la ressource n'aura jamais le temps d'augmenter. Il y a aussi ça qui va poser problème. Merci, Erol. Par rapport aux végétaux, comment les végétaux s'adaptent à cette évolution du climat? Alors, en fait, ça, c'est la première partie de la conférence. On m'avait demandé de parler du climat. Après, on m'avait demandé, mais il faudrait aussi parler de l'impact du climat sur la biodiversité, y compris les animaux, y compris nous. Sauf que c'est un sujet tellement vaste encore et complexe qu'on ne pourra pas le traiter aujourd'hui. Donc, on essaiera de faire une autre soirée consacrée à l'impact du climat sur la biodiversité, végétaux compris, et impact du climat même quand il est stable, et à plus forte raison, impact du changement climatique s'il continue de changer. Mais on ne peut pas répondre comme ça simplement. Chaque végétal va réagir différemment. Il y en a qui vont être contents, donc ils vont être pas contents. Et c'est comme les humains et les pays, selon les ressources qui sont les leurs, il y en a qui vont tirer profit, d'autres qui vont être désavantagés. Et pareil pour les animaux, du coup. Eh ben, écoute, Erol, le rendez-vous est pris. Alors, une autre question. Donc, Saïdi, ma question est dans quelle mesure le changement climatique influence-t-il la fréquence, l'intensité, la répartition spatiale des incendies de forêt au sein des écosystèmes méditerranéens? Alors c'est une question très intéressante. Le truc, c'est que l'incendie de forêt, ça n'est pas une variable directe, ni de la température, ni des précipitations. L'incendie de forêt, en gros, il faut du combustible, donc de la matière végétale. Donc vous avez beau être dans le Sahara, il fait 50 degrés, il y a des vents de sable à 100 km/h, ben, il n'y a pas d'incendie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de combustible. Et c'est bête, mais c'est important. Donc c'est pas les régions les plus arides où il y a le plus d'incendies. C'est les régions suffisamment pluvieuses pour qu'il y ait suffisamment de végétation, mais qui ont une saison dans l'année suffisamment sèche pour que la végétation qui a poussé pendant une saison puisse brûler pendant l'autre. Les régions où il pleut toute l'année, la végétation est verte toute l'année, elles ont beaucoup de mal à brûler. Voilà. Donc déjà, c'est pas qu'une question de précipitation, c'est une question de saisonnalité des précipitations. C'est pas qu'une question de température, parce que certes, plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation, plus il y a de stress hydrique, plus il y a des risques de périodes dites caniculaires ou de sécheresse, mais là encore, l'incendie n'est pas proportionnel à la température ou à la sécheresse. L'incendie, il ne fonctionne que s'il est déclenché. Il est déclenché soit naturellement par un éclair, ça arrive encore aujourd'hui, soit plutôt aujourd'hui par la bêtise humaine, consciente ou inconsciente. Jet de cigarettes, barbecue mal éteint, voiture qui prend feu, etc., etc. Voire mise à feu volontaire criminelle. Donc, si vous augmentez tous les paramètres de sécheresse, de vent, de combustible, de tout ce que vous voulez, mais que vous empêchez les humains de faire des départs de feu, vous aurez moins d'incendies. Donc, c'est pas corrélé. Et pire que ça, si vous n'avez pas d'incendie pendant un certain nombre d'années, soit parce que les années sont pluvieuses, soit parce que pendant quelques années les gens sont raisonnables et n'ont pas mis le feu, et que au bout de 20 ans vous avez enfin un incendie, ou 50 ans, dans une région qui avant brûlait tous les 3-4 ans, mais au lieu de brûler le combustible accumulé pendant 3-4 ans, vous allez brûler le combustible accumulé pendant 20, 30 ou 50 ans. C'est notamment une des causes des grands incendies, je crois, de 2018 ou 19 en Australie, des giga incendies qui ont paralysé la moitié du pays, vraiment sur des surfaces énormes, supérieures à la taille de la France, peut-être même de l'Algérie, quasiment. Pourquoi? Parce que, enfin, en partie, alors il y a deux raisons. Il y a parce que les années précédentes avaient été humides, y compris l'année en question, la saison des pluies avait été très forte, donc accumulation de beaucoup de biomasse. Mais en plus, depuis plusieurs décennies, ils avaient interdit aux aborigènes
de faire ce qu'il faisait depuis des millions d'années, c'est-à-dire de mettre le feu volontairement à la brousse dans des moments de l'année où c'était pas dangereux, pour que la brousse se brûle et qu'il y ait une brousse qui reste relativement claire en permanence. Ça, on leur avait interdit, on leur avait dit non, c'est pas bien, c'est pas écolo, on va créer des parcs nationaux, on va vous interdire de faire ça. Je caricature un peu, hein, mais c'est à peu près ça. Et donc là, en fait, on s'est rendu compte qu'à cause de ça, il y avait trop de combustible, donc les risques de feu dangereux devenaient inacceptables. Donc maintenant, on réautorise et même on subventionne les communautés aborigènes traditionnelles pour remettre le feu comme elles le faisaient avant, mais peut-être même de manière un peu plus moderne, c'est-à-dire prévu, calibré, déclaré, voilà, tel jour je vais brûler tant d'hectares à tel endroit. C'est aussi ce qu'on fait nous en Europe, ce qu'on appelle le brûlage dirigé. Ce qu'on appelait aussi avant l'écobuage, c'est-à-dire qu'avant d'attendre qu'il y ait un incendie catastrophique en plein été, un jour de Mistral, en hiver, quand il y a un petit peu du beau temps, eh bien, on brûle quelques hectares, histoire de contrôler la végétation. On sait qu'elle va repousser de toute façon, mais au moins, le jour où l'incendie catastrophique arrivera, ben, il y aura moins à brûler et l'incendie sera moins dangereux. Voilà, donc vraiment, les incendies, c'est un phénomène multiparamètre, et alors le climat, c'est vraiment un petit paramètre, hein. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que la biotechnologie du génome des végétaux ne peut pas répondre favorablement à ce réchauffement? Alors oui, j'ai dit de toute façon, déjà dans l'immédiat, il y a certaines espèces de plantes d'animaux qui vont répondre favorablement, pendant que d'autres vont répondre défavorablement. Bon, ceci dit, même celles qui vont répondre défavorablement au début, avec le temps, il peut y avoir une sélection. C'est le principe de la sélection naturelle. Les espèces évoluent comme ça. Lorsque les paramètres environnementaux changent. Ce ne sont plus les mêmes qui étaient avant les plus forts qui se retrouvent désormais les plus faibles. Au contraire, ceux qui avant étaient éliminés parce qu'ils étaient plus faibles, peut-être avec le changement, ils vont se mettre à devenir plus forts. Donc ça va sélectionner un autre génotype au sein de l'espèce. Et donc du coup, on peut imaginer qu'au fil des générations, si tout le monde ne meurt pas d'un coup, parce que là c'est trop tard, il y a extinction de l'espèce, s'il n'y a qu'une partie qui disparaît et qu'une partie survit, la partie qui survit va être automatiquement plus adaptée euh, l'année d'après que l'année d'avant. Et si ce changement est suffisamment régulier et pas trop chaotique et pas trop violent, eh bien, le génome de toutes les espèces va s'adapter aux nouvelles conditions. Et c'est comme ça que les espèces arrivent à persister malgré des changements énormes. On a des espèces qui ont traversé des glaciations. On a des espèces qui sont accrochées à une falaise depuis des milliers d'années. On a la preuve de ça. Et on sait qu'elles ont traversé des glaciations. Pourquoi? Mais parce qu'au fil des changements climatiques, elles réadaptent leur patrimoine génétique. Et nous, l'espèce humaine, on en est une preuve également aussi. Tout à Alors, on fait. pourrait accélérer ces adaptations avec effectivement, la modification du génome, et c'est ce qu'on va faire pour les espèces cultivées. On commence à faire des OGM, et même sans faire des OGM au sens, on manipule directement le gène de la cellule. Le fait de créer des nouveaux hybrides, des nouvelles variétés, des nouvelles souches, etc., c'est pour se préparer au changement, en se disant, plus on aura de nouvelles variétés de nouveaux hybrides, plus on en aura peut-être un ou deux par hasard qui seront adaptés au climat de demain. Donc, les agronomes continuent d'inventer des variétés des hybrides pour préparer le changement climatique. Merci infiniment, Harold. Alors, plus de questions dans le QR. Pas de main levée. Eh ben, écoute, je crois que nous avons épuisé le stock de questions pour la soirée. Alors, peut-être si vraiment il n'y a plus de questions, ou alors en attendant qu'elles arrivent, je vais apporter encore trois précisions. Donc, on a parlé des incendies qui sont un phénomène pas du tout corrélé de manière linéaire au climat. C'est vraiment multiparamètres et c'est très, très compliqué à modéliser. Donc, on ne peut pas faire le raccourci, il va faire plus chaud, il y aura plus d'incendies. Ça dépend des régions du monde et ça dépend des climats et ça dépend de nous, les humains, ce qu'on fait à la surface du sol avec cette végétation. Il y a aussi le problème des inondations. C'est pas non plus corrélé parce que la quantité d'eau que charrie une rivière, ça dépend bien sûr de la quantité d'eau qui tombe, mais en fait ça dépend surtout de la quantité d'eau qui ruisselle. Si l'eau tombe mais est absorbée, mais la rivière ne gonfle pas. Si par contre l'eau ruisselle ou l'eau qui est absorbée ressurgit un peu plus loin, là, à ce moment-là, la rivière va gonfler. Donc, les crues des rivières, c'est indirectement lié aux précipitations, mais c'est surtout lié en fait au ruissellement et à la recharge-décharge des nappes souterraines ou des réseaux souterrains. Et ça, c'est pas directement corrélé aux pluies. Pourquoi? Parce que le ruissellement est notamment corrélé à on va dire, à la qualité de la végétation. Si vous avez une terre nue, ben, elle va ruisseler presque autant que du béton ou du goudron. Si vous avez une terre avec une végétation herbacée, elle va absorber déjà beaucoup plus, peut-être la moitié de ce qui tombe.
Et puis si vous avez une forêt, bien, entre la cime des arbres, l'humus et puis après l'épaisseur du sol, vous allez avoir un ruissellement qui est quasi nul, au moins au moment de la pluie. Par contre, une fois que le sol sera rechargé en eau, il va relarguer plus loin dans des systèmes de sources une eau qui sera plus régulière et qui va alimenter au contraire des rivières plus permanentes, sans crue. Donc vous voyez que là aussi la corrélation entre crue et pluie, elle n'est pas du tout linéaire. Et par exemple, quand on regarde les rivières cévenoles, on a des marques des crues historiques sur les monuments des villages, notamment sur les vieilles églises. Et puis on pourrait croire que les crues sont de plus en plus fortes. En fait, non, les crues sont pas plus fortes qu'avant, sont même beaucoup moins fortes qu'avant. Les plus fortes, c'était au 18e et 19e siècle. Pourquoi? Ça, on le sait. Les géographes ont étudié ça. Parce que toutes les montagnes étaient déboisées. À l'époque, les montagnes étaient très habitées, les villages étaient surpeuplés, les montagnes étaient surpâturées. C'était avant la grande émigration des campagnes vers les villes. Et donc, les montagnes étaient déboisées et ruisselaient énormément. Donc, à la moindre pluie cévenole, les rivières donnaient des crues catastrophiques. À la fin du 19e, l'État a pris ça en charge. Et en plus, entre-temps, il y a eu l'exode rural qui a facilité la tâche. Il a dit, on va reboiser toutes les montagnes, on va interdire le pâturage. Et comme entre-temps, les gens y partaient en ville, on s'est dit, tant mieux qu'on débarrasse. Donc, pendant des décennies, on a reboisé des millions d'hectares en France, dans les Cévennes, dans les Alpes du Sud et les Pyrénées et ailleurs. Et ça a bien marché, ça a tellement marché que maintenant on a entre guillemets presque trop de forêts. Dans certains coins, on est obligé de subventionner le pâturage, les coupes de bois pour garder un minimum de zones ouvertes avec des pelouses fleuries, sinon on n'en aurait déjà plus. Et donc toute cette reprise forestière a fortement diminué le ruissellement à la surface et donc a fortement amoindri l'intensité des crues cévenoles euh, en l'espace d'un siècle et demi. Mais après, même ça, c'est pas encore suffisant parce que les marques de crue sur un monument ne dépendent pas que de la quantité d'eau charriée par la rivière. Une rivière, à chaque crue, elle bouge. Elle va faire un méandre, elle va déborder plus loin, elle va changer son cours. Si la rivière, elle change en amont du monument en question, elle va passer plus à droite ou plus à gauche. Votre vague sera moins haute juste parce que la rivière s'est élargie ou elle est passée plus loin. Donc peut-être qu'à crue égale, vous aurez une onde de crue qui est plus basse, et peut-être même que la crue sera plus forte, mais que l'onde de crue sera plus basse à cause du fait qu'il y a que le lit de la rivière a changé de forme. Donc vous voyez qu'on même ça, on ne peut pas l'utiliser de manière linéaire à cause du fait que c'est multiparamètre. Voilà. Donc, Alors, oui, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, poursuis. Non, juste, et peut-être un dernier sujet s'il n'est pas abordé d'ici là. Donc du coup, quand on dit, ah, mais maintenant ça se réchauffe, les canicules sont plus fortes, moi quand j'étais jeune, il neigeait plus, les hivers étaient plus froids, les étés étaient moins chauds, etc. Moi, je suis convaincu, moi personnellement, que la mémoire humaine seule ne peut pas ressentir ça. En tout cas, pas dans les échelles qui nous concernent pour l'instant et dans les régions qui nous concernent. Si on a des chiffres météo, on va les croire. Moi, il y a une station météo qui me dit que en juillet 82 et en juillet 83, il y a eu 40 degrés à Marseille. Moi, j'étais à Marseille à ce moment-là, j'avais 7 ans, 8 ans. Ok. Donc, et c'est quelque chose qui, dans Marseille, ne s'est plus reproduit. On a eu 37, 38, 39, mais on n'a pas eu 40 degrés. Mais comment voulez-vous que moi, si tant est que j'habite encore Marseille, ce qui n'est plus le cas, mais même si c'était le cas, comment voulez-vous que moi, 40 ans plus tard, en pleine canicule, je me dise, ah, mais il y a 40 ans, il faisait encore un peu plus chaud. C'est impossible. Déjà, d'un jour à l'autre, si vous sortez d'un jour à l'autre, vous dites, ah, il fait plus chaud qu'hier, il fait moins chaud qu'hier. Si c'est à 5 degrés, vous allez sentir. Si c'est à 1 ou 2 degrés, vous risquez déjà de vous tromper. Donc, comment voulez-vous que des différences de l'ordre d'à peine 1 degré, le changement climatique global, pour l'instant, c'est 1 degré, même si on passe à 2 ou à 3 bientôt, comment voulez-vous que sur des échelles de 40-50 ans, la mémoire d'un être humain soit capable de distinguer ça? Même sur la quantité de neige. Mais comment voulez-vous? La quantité de neige, ça aussi, c'est multiparamètre. Ça dépend pas tellement du froid, ça dépend de l'humidité et de l'oscillation autour de l'isotherme 0 degré. Si vous oscillez autour de l'isotherme 0 degré, un coup il neige, un coup il pleut, un coup il neige, un coup il pleut, la pluie fait fondre la neige et la neige ne s'accumule pas. Par contre, si vous n'oscillez pas, si vous restez autour de 0 degré, toute la neige s'accumule et vous avez une quantité de neige astronomique, alors que peut-être il a pas plus plu et neigé que la fois d'avant. Donc même les quantités de neige, on peut pas les exploiter. À la limite, ce qu'on pourrait exploiter, c'est de dire vraiment dans une région montagneuse où il y a des villages à différentes altitudes, si vraiment avant on dit tiens, dans le village à 800 mètres, il y avait de la neige tous les hivers, il fallait tous les hivers nettoyer à la pelle, et que maintenant ça on le fait plus dans ce village, mais on le fait encore dans celui à 1000 mètres,
Bon, là, peut-être on peut commencer à avoir une signature régionale, mais et encore parce on a des repères précis. Mais sans repères, l'être humain, avec la mémoire qu'il a, ne peut pas sentir un changement climatique. Vous pouvez pas dire la vague de froid de cet hiver, elle a été moins froide que celle d'il y a 50 ans, mais c'est impossible. Si on n'avait pas des chiffres physiques mesurés par des appareils, ou alors des archives qui disent, voilà, à l'échelle de tout le pays, il y a tant d'agriculteurs qui ont constaté ça, à l'échelle de tout le pays, il y a tant de villages qui ont constaté ça. On a des archives historiques qui montrent que les rivières gelées en totalité en France, la Seine, le Rhône à Lyon, le Rhin, etc. Et puis après, il y avait des débâcles catastrophiques au moment du dégel. Ça n'arrive plus pendant les hivers, parce que les hivers sont beaucoup moins froids, c'est attesté. On était dans un petit âge glaciaire et on est sorti de ce petit âge glaciaire. Mais ça, c'est à plusieurs siècles. Donc, s'il n'y avait pas des archives, aucun être humain ne vit assez longtemps pour pouvoir se rappeler de ça. Et puis en plus, l'irrégularité et l'occasionnalité de ces phénomènes fait qu'on ne peut pas comparer à 50 ans d'écart deux phénomènes qui ne sont même pas identiques. Une fois, la vague de froid sera plus forte sur la France, la fois d'après sera plus forte sur la Belgique, et la fois d'après, elle sera plutôt plus forte sur l'Espagne, alors qu'elle sera moins forte sur la Belgique. Donc les Belges diront, ah, ben non, le climat il se réchauffe, et les Espagnols diront, non, le climat se refroidit. Mais en fait, on ne peut pas dire ça. C'est pas avec des éléments comme ça qu'on peut dire. Donc, à longueur de temps, on nous parle dans les médias, et les gens parlent aussi d'eux-mêmes du changement climatique, sauf que dans 95% des cas, on ne parle pas d'un phénomène de changement climatique. On parle d'une oscillation météo, voire d'une oscillation éventuellement climatique de moyen terme, mais on ne parle pas de changement climatique parce que le vrai changement climatique, il ne se voit pas trop. C'est les satellites autour de la Terre qui mesurent la température moyenne de la surface de l'océan, qui augmente de 0,1 degré tous les ans, et qui fait qu'au bout de 10 ans, l'océan a pris un degré. Mais personne ne peut constater que l'océan a pris un degré en 50 ans. Et donc, ceux dont on parle tous les jours, ce ne sont pas des phénomènes de changement climatique, ce sont des phénomènes d'oscillation climatique, dont certains sont exagérés par le changement et d'autres, au contraire, sont diminués par le changement. Mais ça, si on n'avait pas des chiffres précis, on ne pourrait pas l'attester. Par contre, avec les chiffres, on peut l'attester. Voilà. Alors, une dernière question de Saïdi. Le climat méditerranéen est-il menacé par le changement climatique et risque-t-on de voir apparaître des phénomènes extrêmes tels que les cyclones ou les tornades comme en Amérique? Alors, on a déjà des cyclones méditerranéens, hein, on appelle ça des Medicanes, c'est une contraction de Mediterranean Hurricane, donc cyclone méditerranéen. C'est pas des cyclones tropicaux, c'est pas des tempêtes hivernales d'origine polaire. On ne sait pas trop si le phénomène est nouveau, parce qu'en fait, on l'a découvert il y a pas longtemps. D'un point de vue météorologique, on l'a caractérisé il y a pas très longtemps, il y a à peine 20 ans. Soit parce qu'il est nouveau, il n'existait pas avant, soit parce qu'avant, on l'avait pas caractérisé. Donc là, je suis pas tout à fait au point pour savoir si le phénomène est nouveau ou pas. Il y en a eu un en Libye il y a 2 3 ans, qui a ravagé la région de Derna, où il y a eu énormément de morts, mais aussi aggravé par le fait qu'il y avait des barrages et que les barrages ont cédé. Donc s'il n'y avait pas eu des barrages anthropiques et que ces barrages n'avaient pas cédé, il n'y aurait quand même pas eu des inondations aussi violentes. Donc oui, effectivement, de toute façon, avec la température de l'eau qui augmente, les mêmes phénomènes seront plus violents. Est-ce qu'il y en aura plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des phénomènes d'une nature nouvelle? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas attesté. C'est pas impossible non plus. Alors, plus de questions pour l'instant. Donc, Errol, je pense que on peut peut-être clôturer cette soirée. Un petit mot pour la fin? Je sais pas, j'avais juste envie de rebondir sur un dernier point. On parle souvent aussi du changement climatique quand il y a des inondations. Et surtout quand les inondations vont toucher des villes ou des zones habitées. Sauf que si on est un petit peu géologue et qu'on regarde une carte géologique et qu'on la superpose sous la carte des habitations, on voit qu'on a de plus en plus construit dans des zones de plaine dites alluviales. C'est quoi une plaine alluviale? C'est une plaine qui est autour d'une rivière et qui a été construite par la rivière. Comment ça marche? À chaque fois que la rivière déborde, elle dépose du limon, 1 millimètre, 1 centimètre ou 10 centimètres dans le pire des cas. Et à chaque inondation, le limon s'accumule. Et au fil des milliers d'années, bien, vous avez une grande terre au bord du lit de la rivière, qui est une terre très riche, très bonne à cultiver et en plus très plate, très facile à habiter. Donc on y fait des routes, des magasins, on y fait tout ce qu'on veut, des champs, etc. Mais donc de plus en plus facilement, on construit et on vit sur des plaines alluviales. Alluvial, ça vient de alluvion.
alluvione en italien, c'est l'inondation. Donc ce sont des plaines inondables par définition même. Elles n'existent là que parce qu'elles sont inondables. Donc trop souvent, on entend dire, ah ben oui, à cause du changement climatique, les régions sont devenues inondables. Non, vous avez construit sur des zones inondables. Alors, elles ne sont pas inondables souvent, des fois c'est une fois par siècle. Mais une fois par siècle, sur 10 000 ans, si à chaque fois vous avez 1 ou 10 centimètres de limon, ben sur 10 000 ans, vous avez 100 siècles, vous avez accumulé 10 mètres de sol. Et c'est comme ça que dans ces plaines alluviales, vous avez des sols profonds avec des nappes phréatiques qui sont très intéressantes pour l'agriculture et pour l'habitation humaine. Mais ça, j'ai envie de dire, voilà, on peut pas avoir l'air d'être surpris quand une plaine inondable est inondée. Il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait rappeler. Les incendies en région méditerranéenne, ça a toujours existé. Aussi loin qu'on a des traces euh, trouvables dans les sols et dans les strates géologiques, on sait que la végétation méditerranéenne, elle brûle. Pourquoi? Parce qu'en été, il fait sec et qu'en été, elle devient combustible. Elle est tellement combustible qu'il y a des espèces méditerranéennes, beaucoup même, qui fabriquent des essences inflammables pour pouvoir brûler mieux et plus vite quand il y a un incendie. Mais pourquoi elles font ça? Elles sont folles, elles vont mourir, oui, elles vont mourir sur le coup, mais leurs graines vont pouvoir germer plus facilement parce que pendant quelques années, il y aura moins de concurrence des autres espèces. Donc vous avez des espèces qu'on appelle pyrophiles, qui aiment le feu, qui ne vont pas mettre le feu, mais qui vont accélérer le feu lorsqu'un feu passe par là. Et ça existe depuis des millions d'années en Méditerranée, en Australie, au Chili, en Afrique du Sud et en Californie, dans les 5 régions du monde où il y a des climats méditerranéens. Donc les incendies en Méditerranée, ça a toujours existé. Idéalement, il ne faudrait même pas chercher à lutter contre, si ce n'est que nous, on habite dans des zones où il y a cette végétation, et donc les maisons sont en bord de zones euh, combustibles, et donc forcément, c'est dangereux pour nous. Donc on construit dans des zones inondables, on a l'air d'être étonné que ça soit inondé après. On construit dans des zones combustibles, on a l'air d'être étonné que ça brûle après. Alors après, c'est sûr qu'on ne peut pas construire que dans des zones qui sont ni inondables ni combustibles, parce qu'en Méditerranée, on construirait pratiquement plus nulle part. Mais donc voilà, il faut aussi replacer les choses à leur place. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas lutter contre les incendies, qu'il ne faut pas essayer de les éviter. Mais c'est pas, pour moi, la question des incendies ou même des inondations, le problème, c'est pas le changement climatique. Il va venir modifier des paramètres, aggraver dans certains cas, dans d'autres, il ne va pas les aggraver. Le problème dominant, c'est qu'est-ce qu'on fait du sol, qu'est-ce qu'on fait de la végétation qui est au sol, pourquoi on détruit les forêts, pourquoi on désertifie les surfaces, pourquoi on urbanise des zones inondables. Ça, c'est le problème. Et c'est un problème qui n'a pas de solution facile, sinon ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvé. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que l'hyper-centralisation du débat sur le changement climatique nous fait oublier un débat encore plus important pour moi, qui est la transformation des écosystèmes et la destruction des habitats par l'urbanisation, l'agriculture ou la dégradation. Après, l'un étant lié de toute façon à l'autre, il ne faut pas travailler sur l'un en faisant l'économie de l'autre. On peut pas, j'irai pas dire il faut travailler que sur la destruction de la biodiversité et oublier le climat. Non, les deux malheureusement vont s'aggraver mutuellement. Mais si on avait une biodiversité dans un état parfait, sans civilisation moderne, sans ces infrastructures industrielles, sans rien, la biodiversité s'adapterait relativement bien au changement climatique. Elle s'est adaptée à des dizaines de glaciations bien plus violentes et à des changements climatiques et même tectoniques encore plus violents depuis toujours. Par contre, aujourd'hui, on a fragmenté tout ça, on a détruit la plupart des forêts, la plupart des écosystèmes, et en plus, on voudrait qu'elles s'adaptent au changement. Non, c'est pas possible. On détruit la surface, on change les paramètres, on ne peut plus être adapté à tout ça spontanément. Donc, soit on rétablit un réseau d'écosystèmes fonctionnels, soit on diminue aussi le changement climatique, soit on fait même les deux, mais si on fait rien, ça va être très difficile. Voilà. Eh bien, écoute, ainsi se termine la plateforme de ce soir. Nous remercions infiniment le docteur Errol Vella pour son intervention qui nous a permis de mieux comprendre ce qu'est le climat, sa dynamique et les facteurs qui l'influent. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute et votre présence et nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous prenons évidemment rendez-vous pour la seconde partie à la rentrée sur l'impact sur la biodiversité. Merci et au revoir à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.